Bonsoir, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un podcast autour du monde des ténèbres dans le jeu vidéo. Nous avons avec nous ce soir plusieurs invités. Donc nous avons Angelus, alias l'archiviste de Node, donc qui a fait un énorme travail de traduction sur la gamme du World of Darkness pour notre communauté. Donc si tu veux parler de ton travail, n'hésite pas surtout. Oui, alors en fait, effectivement, j'ai connu le Discord de Predent il y a à peu près un an maintenant, un an et demi. Discord que j'ai suivi grâce à un lien sur jeuxvideo.com qui parlait du jeu Vampire la Mascarade Bloodline 2, qui a en fait réveillé en moi le monde des ténèbres qui sommeillait depuis des années. Et effectivement, j'ai pu du coup, les derniers mois, rattraper ce qui me manquait quand moi-même j'étais joueur il y a une dizaine d'années de ça, c'est-à-dire tous les suppléments qui étaient que en anglais et qui n'étaient pas traduits, et que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'étais joueur ou compteur au MDT. Donc ça a commencé par des petites traductions de ci, de là, des suppléments V5 qui sont sortis, notamment grâce à du matériel fourni par certains de mes collègues de Discord, dont Glatus, que je salue. Glatux, et, salut. Oui, Glatux. Désolé. Et donc ça a commencé sur effectivement des petites traductions sur le supplément Chicago qui réintroduit les La Sombra dans le monde des ténèbres, qui est un clan qui manquait à beaucoup de joueurs quand le livre de base V5 est sorti, qui ne décrit que les 7 clans de base de la Camarilla. Et ensuite j'ai retraduit le nouveau clan des Ekata, qui est le clan de la mort qui remplace les Giovanni dans le monde des ténèbres. Enfin qui remplace les Giovanni et qui aussi assimile grosso modo toutes les autres lignées de la mort, émissaires des crânes, Lamia et autres. Et enfin, le plus gros boulot de trad que j'ai fait, c'était un vieux rêve de gosse pour moi. Ça a été de me farcir la gamme de démons. Tout est parti du petit défi que je m'étais fait avec Predent, où je devais juste traduire au début peut-être un texte d'intro, et puis ça m'a gonflé. Tout un week-end, je me suis fait tout le chapitre 1, et puis au fur et à mesure, j'ai enchaîné les chapitres, et j'ai traduit grosso modo 80% du bouquin de base, et j'ai ensuite additionné des textes qui viennent de suppléments, comme le supplément sur les démons ctoniens, qui est un gros pavé aussi, mais qui est très important, parce qu'en fait c'est dans le supplément sur les ennemis des joueurs, les démons qui sont appelés les démons ctoniens, que tu découvres des tas de choses sur le lore de l'univers. C'est quasiment que grâce à eux que tu découvres ce que foutaient les démons sur Terre entre la préhistoire et l'âge actuel en fait. Et donc au final ça a donné une sorte de supplément démons les déchus, V20, c'est-à-dire qui réunit en un seul tome un max d'informations sur le lore de base de démons les déchus. Bon, qui n'a toujours pas été testé parce que la traduction est toute récente. Mais voilà. Et actuellement je travaille sur les demandes d'un collègue ici présent sur le jeu de rôle Buffy contre les vampires et Angel qui était sorti il y a moult temps, il y a plus d'une quinzaine d'années, qui est en cours de traduction, légèrement ralenti par le confinement. Voilà. Donc un énorme travail que tu as fait. Vraiment bravo. Hein. Dit comme ça d'un coup, ça me paraît. On a aussi avec nous Case, du coup, qui va jouer Aiden dans Loup-garou saison 1, qui va donc arriver par la suite. Donc je te laisse te présenter. Salut tout le monde, voilà, effectivement, je serai l'une des chanceuses sur ta partie Garou. Moi, Bloodroll, je l'ai connu dès sa pré-création, parce que Predent demandait des conseils sur le logo, etc. Donc voilà, et j'ai suivi son ascension au fur et à mesure. Et donc du coup, sur Discord, une chose en emmenant une autre, eh bien, ça me permet de découvrir la communauté. J'ai rencontré des personnes plutôt top grâce à ce Discord et cette chaîne. Et ainsi, par exemple, un Discord entièrement consacré à Vancouver, et donc c'est une partie textuelle jeu de rôle qui est en place, a été ouvert avec un autre co-MJ. Moi, je suis plutôt une joueuse. Un peu MJ de temps en temps, mais surtout joueuse. Je fais aussi dans l'événementiel. Et voilà, moi je suis sur Toulouse et je fais partie d'une association qui s'appelle les Ailes de Némésis, qui est une association ludique qui fait du jeu de rôle, jeu de société et GN. C'est notamment ses membres
qui m'ont fait découvrir réellement et fait jouer au jeu de rôle, et qui m'a fait découvrir un univers que maintenant j'adore, le WoD. Je fais de l'événementiel donc par rapport justement à cet univers-là notamment, puisque à Toulouse va être ouvert dans un an à peu près un semi-réel, quasiment inexistant depuis une dizaine d'années. Voilà, une sorte de concurrence à la Camarilla pour les joueurs en besoin. Et je suis aussi la vice-présidente d'une association d'événementiel geek qui s'appelle la Geek Party Toulouse. Et donc voilà, nous on est plutôt dans le domaine du jeu vidéo, et mon but à moi c'était de relier les deux communautés geek et rôliste et GNiste dans un même endroit, même lieu ou un même support. Donc Blood Roll, etc. Ce sera l'outil parfait pour ça. Et avec plaisir. Et n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, tous les liens seront mis dans la description, évidemment. Donc, on a aussi un vieux rôliste de vampire, MJ sur Vampire aussi, et connu dans le monde du JDR YouTube, attention, le monsieur Clicodesh. Salutations, je suis vieux. Donc effectivement, ça fait longtemps que je joue, que je masterise. Et donc après la création des actual plays, j'en ai fait moi-même. Et puis ça m'a pas suffi. Et je suis très exigeant sur l'actual play. Et ça m'a fait tomber sur Blood Roll. Il y a des caméras. Et il y a du bon son, de la bonne musique, des bonnes références, une bonne façon de jouer, une bonne narration. Donc je suis venu sur leur Discord. Et j'ai binge-watché toutes leurs vidéos, et je vous conseille fortement de le faire aussi, et même de les revoir et de commenter et lâcher un pouce vert. Voilà, ça c'est fait. Alors, pareil, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Clico, il fait jouer du Dark Age, et nous en plus on n'en fait pas du tout, donc c'est le moment d'y aller, quoi. Tout à fait. Et je fais partie de la vieille... Ouais, pas encore, vous en faites pas encore, ça viendra certainement, j'imagine. Et qui sait, hein, ça, voilà. Et puis franchement, non, c'est du bon. Il va y avoir effectivement quasiment toute la gamme, il me semble, de White Wolf qui va être pris et qui va être joué. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, on a aussi Manche Caillou qui va jouer Joe dans Loup-Garou saison 1, et qui sera MJ de Espèces Menacées aussi, qui sera sur la chaîne donc Blood Roll. C'est ça. Donc pour ma part, j'ai commencé le jeu de rôle par le Monde des Ténèbres, par un petit one shot où j'avais commencé à Summit. J'ai fait énormément de one shot, une grosse campagne aussi en Dark Age, très grosse, et sinon tout ça dans la même association de jeux de rôle qui n'existe plus actuellement, mais qui s'appelait les Bennes à Ordures du Chaos. Voilà. Ok. Suivi de Woovie, qui sera donc MJ sur Deviant, qui se passera aussi ici. Voilà, donc moi je vais vous la faire courte. Effectivement, je connais le Monde des Ténèbres depuis plus d'une dizaine d'années, et vous pourrez me voir masteriser Deviant The Renegade sur la chaîne Blood Roll, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à commenter. Perso, je suis impatient de commencer à masteriser ça. Si tout va bien, ça viendra après Garou. Ouais, on a pris un peu de retard avec le confinement et tout, mais ça va. Mais non. Et pour terminer, nous avons Glatux, joueuse sur Deviant, ainsi que Démon. Démon The Descent, qui viendra aussi ici. Non, Démon The Fallen. The Fallen, ouais, excusez-moi. Erreur. Grosse erreur. Alors, salut tout le monde. Moi, je connais le Monde des Ténèbres depuis un moment. Je ne saurais pas dire à quelle date en particulier. Mais après, à la base, je suis
plus une joueuse de chronique, mais je suis revenu vers le vieux monde des ténèbres, vers la sortie de la V5 et les annonces sur Bloodline 2. Et vu que je suis bilingue, moi j'ai fait des campagnes en anglais, plus qu'en français d'ailleurs. Et c'est grâce à Woovie que j'ai découvert Bloodroll. C'est lui qui m'a invité ici. Ok. Et il a eu la chance de faire toutes vos connaissances. Et on a eu la chance donc de te connaître aussi. Alors sur Démon, tu seras accompagné aussi de Clico si tout va bien. C'est moi qui les ai introduits tout ce beau monde à Démon. Toi et Angelus aussi. Alors du coup, on va commencer un peu le débat donc de ce soir. Donc le podcast sera donc en 3 catégories. La première catégorie, c'est comment avez-vous connu le World of Darkness, donc vampire, loup-garou, etc. Ensuite, c'est la première catégorie sera donc comment avez-vous connu le World of Darkness. La deuxième, ce sera qu'attendez-vous des jeux vidéo Vampire Bloodlines et loup-garou Apocalypse Earthblood. Et la troisième catégorie sera que serait un bon jeu vidéo vampire ou loup-garou ou autre du World of Darkness si quelqu'un veut parler de sa gamme favorite. Donc on va commencer avec la première catégorie, c'est comment avez-vous connu le World of Darkness. Bon alors quelques personnes ont déjà répondu indirectement à ça. On va commencer, on va garder toujours un même ordre, donc le même que ceux des présentations. Donc on va commencer avec Angelus, alias l'archiviste de Node. D'accord. Donc moi je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je pense faire partie de la gamme des vieux aussi, dans le sens où j'ai presque 34 ans et j'ai dû faire ma première partie de MDT, si je me gourre pas, vers 15 ans, aux alentours des années de 2001-2002. Et c'était une époque que les plus jeunes d'entre vous ne se souviendront pas. C'était l'époque de l'anarchie du jeu de rôle où grosso modo tu faisais le jeu de rôle que quelqu'un connaissait parce que c'était presque impossible de se renseigner sur internet, ou alors t'allais dans une boutique spécialisée qui était souvent que dans les grandes villes, et quand t'habitais à la campagne c'était hyper difficile d'y avoir accès quand t'es mineur. Et c'était aussi l'époque fameuse où tu allais à Carrefour faire des photocopies de ton livre d'écran pour les filer à tes potes qui étaient trop radins pour se payer les bouquins. Non, enfin pas trop radins, mais on sait qu'un bouquin de jeu de rôle ça vaut cher. Où tu faisais tes écrans de jeu toi-même en récupérant des écrans de jeu d'autres gammes comme Donjons et Dragons avec des photocopies que tu soulevais pour 2 ou 3 jeux différents. Donc voilà, en fait moi j'ai commencé le jeu de rôle vers 13-14 ans avec, je pense comme tout le monde, des classiques comme Donjons et Dragons, un petit peu Warhammer V2 à l'époque. Très vite, j'avais la chance d'avoir un MJ qui connaissait bien Vampire. Alors lui avait connu la V1, la V2. J'ai commencé à jouer en V2, mais j'ai masterisé en V3 la première fois ensuite. Après, il y a eu la V20, V5, donc c'est pour ça que des fois, les choses sont un peu confuses dans ma tête, surtout quand tu mets les Chroniques des Ténèbres avec Vampire le Requiem au milieu. ça s'embrouille assez vite. Et en fait, pendant un long moment, donc j'ai masterisé. En fait, j'ai fait plus 1 an ou 2 du MDT Vampire la Mascarade V3 avec un peu de mage et de loup-garou que je mettais en crossover. Donc je m'achetais les bouquins de base parce que j'adorais l'univers de Monde des Ténèbres. Littéralement, de tous les jeux de rôle que j'ai fait, j'aimais beaucoup les jeux de rôle qui te proposaient vraiment un sacré travail d'écriture. T'apprenais des trucs et qui étaient vraiment original. Et moi à l'époque, le mythe de Cain, comment c'était tourné, la guerre éternelle, le djihad, la façon dont les clans étaient faits, avec le fait assez subtil que les clans c'était donc des familles de vampires, mais c'est aussi un reflet un peu déformé de notre société, les Broujas, les bikers, les La Sombra, l'église catholique, les Timis et l'ancienne noblesse, enfin c'était quand même assez bien fait. Et j'ai complètement adhéré au concept en fait. Mais passé 2004, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, on a eu une autre petite gêne à nous, c'est-à-dire que la gamme a été balayée complètement avec le supplément Time of Judgment, et on n'avait plus, on avait que la fin à jouer. Et ensuite venait la fameuse nouvelle gamme Chronique des Ténèbres, avec Vampire le Requiem, qui était censé être le futur de la gamme, le renouveau, il n'y aurait plus que ça et tout. Donc très vite, mes joueurs et moi, on n'a pas voulu... on a voulu tester la nouveauté. Au début, ça le faisait plutôt. Et puis, manque de bol, premièrement, les suppléments ont arrêté d'être édités assez vite, donc on n'avait plus trop de matière à faire. Et enfin, les Chroniques des Ténèbres, du moins la première version, manquait vraiment de lore pour moi et d'éléments fondateurs assez intéressants pour avoir envie de l'explorer moi-même.
Quand on fait un jeu de rôle, on s'arrange toujours plus ou moins soi-même avec le lore en prenant les éléments qu'on aime, en retirant ceux qu'on n'aime pas. Mais j'aime bien avoir une base, me dire ok, ça c'est la base, mais ça je peux le virer, ça je le vire pas, pour derrière surprendre les joueurs. Parce qu'à la limite, si eux pensent que le monde doit être de cette manière et que je leur montre autre chose, là t'as un élément de surprise. Comme Requiem, déjà de base, tout était avec des conditionnels, là, c'était un petit peu plus dur d'avoir cet élément de surprise. Mais j'ai continué sur Requiem pas mal d'années, peut-être 3 ou 4 ans. Et ensuite, ensuite j'ai quitté Lyon, la plupart de mes amis rôlistes, je me suis installé avec ma fiancée de l'époque. Et ensuite le sport, le boulot, impossible de faire du jeu de rôle, plus de contact pour le jeu de rôle. J'ai dû mettre la pause du JDR facile entre 2012 et à peu près 2000, enfin maintenant quoi. Dès que je suis allé sur le Discord, c'est le moment où j'ai reparlé vraiment de JDR. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passait dans le monde des ténèbres? Et ben il y avait une V2 pour les Chroniques des Ténèbres que j'ai financé quand même en 2017 parce que ça me faisait juste trop plaisir de voir le jeu de rôle en fait Vampire Requiem enfin traduit en français et revenir. Et j'ai appris par la suite que la V20 était passée par là vers les années 2010 et qu'on avait une V5 qui allait arriver. Et là je me dis waouh, en fait non, l'univers il a continué dans son coin, il a fait son chemin et il renaît. Et quand j'ai vu en 2018 je crois l'annonce pour Vampire the Masquerade Bloodline 2, il y avait une annonce pour Loup-Garou l'Apocalypse en jeu. Ensuite encore 2 autres jeux vampires, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est genre, on n'a pas eu de jeu vampire, jeu vidéo depuis 2004 ou 2003 Vampire Bloodline. Et là d'un coup, en une année, on a eu 4 annonces pour 4 jeux différents. J'étais en mode, oula, c'est un signe. C'est un signe, il faut que je regarde ce qui se passe. Signe de la GN, ouais. J'ai un peu suivi ce qui s'est passé, donc j'ai suivi les histoires, moi, d'un côté plus anglophone. Donc, en fait, on savait que ça allait arriver quand t'examinais, que t'étais bien resté dans la communauté. Mais ouais, pour les francophones, il n'y avait aucune nouvelle. Non mais c'est carrément ça, ouais, c'est extrêmement dur. En plus, la plupart des sites de l'époque, où moi, au début des années 2000, ils fermaient, enfin j'avais plus les contacts, j'avais plus rien. Il n'y a plus trop de magazines, je crois, de jeux de rôle d'ailleurs, qui sort aujourd'hui. À une époque, tu avais des mensuels comme D20 Magazine, Casus Belli. Il y a encore Casus Belli, hein, je crois. Il y a encore Casus. Il est en magasin ou faut le commander sur site? Je crois qu'il faut le commander, il me semble. Ouais. Peut-être plus dur. Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube Casus maintenant. Il y a moyen. Ouais. J'avais écumé pas mal les forums de Ténébrae aussi, qui avaient leur propre fanzine. Ténébrae, voilà. Mais Ténébrae, et encore plus vieux, le Litanie de sang, là. Ceux qui se souviennent de ce site... Oui. Il est toujours en marche, ceci. En tant qu'archiviste, moi, ça a été mon encyclopédie. Litanie de sang, une info, je piochais dedans. Oh, je sais pas et c'est là que j'ai vu... Et c'est là que j'ai vu que c'était assez effrayant, parce que les litanies... on voit que le lore du MDT a tellement été bousculé par les éditions, les suppléments, que voilà, bien malin peut dire qui est quoi, qu'est-ce qui n'a jamais changé ou quoi. Enfin, c'est quand même assez balèze. Litanie est quand même toujours active, hein. Et du coup ils sont en train de mettre ils sont en train de mettre des suppléments V5. Oui, et moi c'est une des références qu'on m'a conseillé quand j'ai commencé, et c'est vrai que malgré tout c'est une belle bibliothèque. Alors justement, j'allais y venir. Il se trouve que quand j'ai commencé mon travail de traducteur avec vous il y a quelques mois, j'ai rediscuté avec pas mal de gens de Ténébrae, et j'ai eu donc le boss de Ténébrae qui s'est tenu au courant de mon travail et qui m'a demandé en fait mes traductions, enfin ce que j'avais sur la V5. Et ce que j'ai pu lui fournir, vous savez, c'est le livret d'introduction que je vous ai fourni, qui mélange une petite partie lore et une grosse partie de règles juste derrière. Et il a repris ces éléments-là qu'il a remis dans le bouquin. Il a aussi mis des éléments, du coup, si tu veux, qui n'étaient pas encore traduits en français, notamment pour les Lassombra, que tu pourras retrouver sur le site. Et je crois que c'est cet élément-là qui est venu aux oreilles de quelqu'un qui ensuite m'a posé problème à moi sur un autre sujet. Donc voilà, oui, non, parce que bon, il faut savoir que traduire des vieux suppléments qui sortent plus, qui seront jamais traduits en français, ça va. Traduire des suppléments en VO qui pourraient sortir dans les prochains mois en français, ça peut embêter les éditeurs actuels. Donc forcément, c'est tombé dans les oreilles de quelques-uns qui m'ont contacté ensuite par Facebook en me demandant si j'étais l'archiviste de Node, et j'étais assez surpris parce qu'en fait une personne avait eu accès à mes écrits, parce que je place mes écrits dans la boutique de la bibliothèque de Predent sur Discord, mais j'ai aussi un autre truc à moi exprès, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'une 50aine de personnes qui étaient allées piller mes fiches, qu'on discutait, qui me contactaient sur Facebook avec des messages: est-ce que tu as fait d'autres trucs, est-ce que tu masterises, est-ce que tu as une chaîne, et enfin, je me suis un peu fait peur. Honnêtement, un week-end, j'ai reçu genre 14 messages en 3 jours. Je me suis fait peur sur Facebook, hein.
Parce que comme moi, en plus, j'avais mis le même pseudo sur Facebook à un moment que chez vous. Mauvaise idée, j'ai changé tout de suite. Et non, mais la plupart des gens sont très sympas, ils sont pas méchants, tu vois, mais comme tu sais pas trop à qui tu parles, forcément, Totalement. tu peux pas donner à tout le monde, hein. Et donc au bout d'un moment, j'ai mis le haut là, je fais, ouais, attendez. Voilà. On va y aller doucement, quoi. Moi, ça me fait plaisir pour le Discord parce que c'est des gens que je commence à connaître. Predun, Touvi, Glatus, très sympa. Donc on peut dire que le WOD t'a bien rattrapé, quoi. Ah ouais, c'était Clairement. Monde des Ténèbres version tempête. Mais très content en tout cas. D'ailleurs, je remercie, petite dédicace, je remercie tous ceux du Discord et de la chaîne Bloodroll parce que sans vos vidéos YouTube, sans l'annonce sur jeuxvideo.com et sans votre Discord, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu ni les traductions, ni les petits livrets de règles, livres de jeu, tout ça, rien du tout. C'est tout grâce à vous. Donc je vous remercie pour tout ça. Sans toi, il n'y aurait pas eu Démon sur la chaîne, donc on s'automotive, ça on peut le dire. Ensuite, Case, comment as-tu connu le WOD? Alors, eh bien, moi, c'est un peu atypique. C'est d'abord à travers, grâce au jeu Grandeur Nature. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ils tapent sur internet Grandeur Nature et voilà. Donc, c'est du jeu vidéo, jeu de rôle, mais en vrai. Voilà. Donc, on a des vraies armures et et on vit vraiment une histoire incroyable en 2-3 jours. Voilà. Et cette communauté-là, en fait, était aussi liée, ses membres étaient aussi membres d'une association, les Amis de Némésis, à Toulouse, qui est une association ludique, qui propose aussi du jeu de rôle. Et du coup, ma première partie fut une partie Vampire Mascarade et Sabbat. et je suis tombée amoureuse de cet univers, quoi. Et en fait, c'est génial. Enfin, tous les mythes, ils ont exploité tous les mythes, enfin toutes les choses possibles, inimaginables, les démons, les garous, etc. Il y a des choses bonnes à prendre, d'autres qui plaisent moins, mais voilà. Donc du coup, dès ma première partie, grâce notamment à Oncle Tom, le vice-président de la sauce à Toulouse. J'ai craqué, j'ai acheté tout ce que je pouvais et voilà, ça fait 4-5 ans, hein. Je suis pas une vieille rôliste, mais ça suffit pour titiller ma curiosité et alimenter ma passion et voilà. Ok. Ensuite, donc, Clicodesh, comment as-tu connu le WOD? Alors, le World of Darkness, le monde des ténèbres, je l'ai connu après avoir maintes et maintes fois joué à Donjons et Dragons. Ensuite, Warhammer, ensuite l'œil noir, et puis du Star Wars. Et puis on s'est dit, ouais, il y a quoi d'autre? Et puis Vampire la Mascarade est sorti. J'ai attendu la traduction. La première édition, elle est sortie en 92 en français. Et j'ai fait, what, je comprends rien. Une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de masteriser, un lore monstrueux qui a une bonne importance, de la politique, plein de trucs, des nouvelles façons de jouer. On joue des créatures tiraillées entre leurs sentiments, leurs conditions, etc. Des mythes, une mythologie énorme, effectivement, comme l'a dit Kev. Ça s'est approprié tous les mythes et les légendes et on plongeait là-dedans et puis on guettait la moindre parution d'un supplément anglais ou les sites anglais qui murmurent des théories farfelues et puis on refaisait le monde et puis pendant des années on a joué comme ça et après est arrivé Vampire la Mascarade Rédemption. J'ai joué dessus en 2001 et c'était l'apothéose. C'était génial. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le monde des ténèbres. Après, on a enchaîné bien sûr sur du loup-garou, sur du mage, sur même la préquelle de mage, Ars Magica pour ceux qui connaissent, etc. Oui. Démons, momies, les fées, plein de trucs. Voilà. Ok. Ouais, Cool. T'as vraiment fait le tour du WOD du coup. Grande partie. Du coup, Manche Caillou, comment as-tu connu le WOD?
Bon, en fait, je suis plus ou moins déjà dit avant, je vais Oui, c'est vrai. répéter. C'est vrai. Ouais, non, en fait, c'est en première, j'avais la petite anecdote, c'est qu'en fait, j'avais un vieux copain de primaire qui m'avait fait venir dans une association de jeux de rôle en Bretagne, à Dinan. Et puis, très rapidement, la deuxième semaine, en fait, il m'avait proposé de jouer à Vampire la Mascarade. Pour un one shot, il m'avait proposé différents clans, j'avais choisi Assamit. C'était pour je crois que c'était à l'époque, la deuxième édition venait juste de sortir là. C'était pas encore la toute première, ouais. Donc le truc m'avait vraiment plu, c'était un peu plus simple parce que moi de ce que je voyais simplement en jeu de rôle, c'était d'abord les bouquins, le livre dont vous êtes le héros. Après, j'ai dévié très rapidement parce que le MJ n'était pas souvent présent sur du donjon, mais j'ai quand même toujours eu une petite préférence pour le système vampire mascarade. Vraiment, pour moi, c'est un système plus simple. J'ai essayé vite fait un ou deux scénarios loup-garou, mais j'ai fait énormément de vampires. Une campagne, une campagne en Dark Age où je joue un salubri, une campagne qui a quasiment 10 ans d'ancienneté. Et en fait, quand je suis arrivé aussi sur la chaîne, très rapidement, en même temps, il y a eu le support Espèces menacées qui est arrivé. Et tout de suite, ça m'a toujours intéressé de jouer des clans un peu différents, ou enfin un peu compliqués. Et je me suis assez intéressé rapidement à Espèces menacées. Je trouve que l'art est assez intéressant aussi. Et d'autres suppléments aussi, évidemment. On divise comme tout le monde. Momie, changelin, ce genre de choses. Ok. Woovi, pour ta part? Alors moi, je sais qu'un peu plus tôt, j'ai dit que je connaissais depuis une dizaine d'années le WoD. Je parlais en fait du jeu de rôle en particulier, parce qu'en réalité, je connais le monde des ténèbres depuis beaucoup plus longtemps que ça. J'ai découvert avec Vampire la Mascarade Redemption, le tout premier jeu vidéo Vampire qui est sorti. J'avais 8 ans à l'époque, c'était en 2000. Et j'ai... Alors, j'ai accroché, non. En fait, au début, j'avais 8 ans, j'ai flippé, j'ai pas terminé la première partie du premier niveau, ça faisait beaucoup trop peur pour moi à l'époque. Dans les mines et tout. Voilà. Quelques années plus tard, je m'y suis remis, j'ai adoré, j'ai complètement accroché à l'ambiance. C'était super. Et puis encore quelques années plus tard, quand j'étais au lycée, j'avais déjà joué à Bloodlines d'ici là. J'ai un pote qui m'a proposé de faire du jeu de rôle. J'ai dit ok. Et le premier bouquin que j'ai eu entre les mains, du coup, c'était Vampire Dark Age, 3e édition. Ou 2e édition, je sais plus. Il me semble Dark Age, ça devait être la 2e édition, enfin peu importe. C'était... à partir de là, j'ai commencé à vraiment bouffer du jeu de rôle comme pas permis. Vampire en particulier, je me suis tapé un sacré paquet de bouquins, et de romans d'ailleurs. Et bon, depuis, après, il s'est passé plein de choses. J'ai fait la transition, notamment jusqu'à Chronicles of Darkness. Et voilà, donc ça fait quand même un sacré bout de temps que je connais. En effet, 8 ans, c'est... Même si j'ai pas du tout l'ancienneté de Clicodesh. Clicodesh qui est connu à la première édition, quand même, la respect, quoi. Parce qu'il peut vraiment parler de ce que c'est, même du gros changement dans le monde du jeu de rôle que ça a fait. C'est un antédiluvien. Je me souviens, c'était juste après les dinosaures. Il a connu Cain et Lilith. Ouais, c'est ça, en fait. C'était un mec sympa. En fait, le retour des antédiluviens que le sabbat craint, en fait, c'est pas les antédiluviens, c'est Clico. Du coup, il nous reste encore Glatux à écouter pour savoir comment elle a connu, du coup, le World of Darkness. Alors, moi, ça reste une histoire assez confuse dans mon esprit parce que il y avait plein de connaissances. Alors, je suis fille de rôliste, ce qui fait que le jeu de rôle, j'ai toujours été vaguement au courant que c'était là. J'ai joué assez tôt aux jeux vidéo sur Donjons et Dragons, genre Neverwinter Night, les classiques. Et Bloodlines, c'est un nom qui revenait souvent dans la communauté du jeu vidéo, donc
Je dirais quand j'avais vers 14-16 ans, j'ai commencé à ça fait partie des jeux auxquels j'ai commencé à m'intéresser. Ma mère d'ailleurs m'avait balancé quelques anecdotes quand elle avait joué à Vampire à l'époque. Et au fur et à mesure, moi je suis une dévoreuse de lore. C'est-à-dire que moi quand je m'intéresse à un truc, je vais sur les wikis, je vais checker toutes les informations que je peux accumuler. Et après, Vampire, j'ai vraiment... la Mascarade, c'est plus Bloodlines qui est arrivé avec... Et j'ai pu jouer à la V20 en convention. Et aussi en... association. J'ai rejoint une association de jeux de rôle vers mes 16-18 ans. Donc, de temps en temps, j'ai pu jouer 1 ou 2 fois parce qu'ils faisaient plein de one-shots sur plein de jeux différents. Mais il y avait... le vieux monde des ténèbres ne m'avait pas... En dehors du lore, niveau système, il m'avait pas trop plu. Et puis, j'ai découvert les chroniques des ténèbres, ou le nouveau monde des ténèbres. Et je m'y suis plus intéressé pendant un moment. Et puis, j'entends des histoires de... machin. Le développeur de... Evenline a vendu les droits de White Wolf à Paradox Interactive. Paradox Interactive disent qu'ils veulent relancer le jeu, relancer les jeux vidéo, et puis on a les annonces de Bloodlines 2 et de la V5. Et c'est avec la V5, qui a un système de règles que je trouve plus solide que la V20, que je me suis réintéressé. J'ai fait quelques campagnes. Et puis Ouvi m'a découvert sur le serveur, une autre francophone sur les serveurs de chronique, et m'a dit « Tiens, je vais faire jouer du Déviant, viens sur la chaîne Bloodroll ». Et ça m'a fait bizarre de trouver des joueurs francophones pendant un moment. C'est vrai qu'en France, on est plus Cthulhu de base que WoD. Hein. Ah mais... Écoute, moi, dans mon assos de jeu de rôle, pour trouver une partie de Donjons et Dragons, c'est mystère. Oh la vache, c'est bien une espèce rare là. En France, ouais, depuis les MMORPG, tout ça, vers le milieu des années 2000, moi j'ai pu voir aussi que c'était de plus en plus dur de trouver des clubs de rôlistes, ou alors des rôlistes qui connaissent tes jeux. Encore des jeux comme Donjons et Dragons ou Warhammer, je trouve que c'est assez répandu, mais alors des jeux plus, alors, plus en fait, de niche, pour eux, en fait, c'est des gens tu leur dis répandu, eux, en fait, vu que c'est trop répandu dans Donjons et Dragons, ils ont pas envie de jouer, ils ont envie de jouer à autre chose. Alors, ouais, ça peut tourner comme ça. Ouais. Il faut savoir aussi qu'en France, en fait, tant dans les années 80 que 90, il y a eu une mauvaise campagne en fait du jeu de rôle à un moment donné, et le GN d'ailleurs a subi la même chose. Hein. Sataniste. Tout à fait, ouais. Et donc des mauvais articles ou des journalistes qui ont un peu compris de travers la chose ou influencés par ses propres convictions, effectivement, ont décrédibilisé l'univers du jeu de rôle. Et moi je connais quelqu'un qui effectivement qui a la trentaine, hein, et lui dans son village, c'était interdit. À l'école, ils interdisaient le jeu de rôle, et à la maison c'était tabou. Ils ne devaient pas jouer à ça. On a eu pas mal de trucs ensuite, hein, comme tous les cartes Pokémon et tout. Pendant un moment, moi j'ai connu ça où c'était interdit parce que c'est dans certaines régions et tout, parce que ça rendait les jeunes fous. Enfin, très vite, les médias. Ouais, le jeu de rôle, on a dit. Alors, le trafic de cartes Pokémon, c'est vraiment. C'est un fléau, ouais. Alors, non, mais je vais vous raconter une anecdote marrante, là, vite fait, pour vous dire. Quand j'avais genre 16-17 ans, j'avais un de mes potes. On a tous eu un pote comme ça, vous savez, un peu goth, un peu métalleux, un peu mix de tout, qui est toujours habillé en noir, avec les cheveux longs, maquillage sur les mains et tout, bon, tranquille. Hein. Et on joue, bien sûr, le gars joue la Sombra. Puis ça va, infiltré. Ma mère débarque dans ma chambre. Le mec en train de dire oui Lilith, non il disait quoi, ouais que ton sang se répande et détruise les infidèles. Putain, ma mère qui débarque avec ma petite sœur et tout. Je suis là en mode le mec à fond dans son roleplay, hein. Je suis là en mode waouh. Et après ma mère, mais vous faites quoi? Vous faites des rituels sataniques? Vous faites des sacrifices? Parce que j'ai vu sur Arte que... Oula, c'est chiant. Ça peut faire peur, c'est grave. On fait du sacrifice de crayon. Ouais. Alors... J'ai dit malheureusement non. Alors pour ma part, comment j'ai connu le WoD, pour moi en fait, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, hein. J'en ai même fait mon métier du coup.
Je jouais énormément aux jeux vidéo et j'étais très fan de Buffy, et je suis encore très fan d'ailleurs de Buffy contre les vampires, la série de Whedon. Et je connaissais l'existence du JDR de base, j'avais déjà vu ça dans des séries, etc. Tout ça, et c'est quelque chose qui m'intéressait et que je n'avais pas pratiqué. Et un jour, j'étais au collège à peu près, vraiment début collège, je trouve le Bloodlines, le jeu vidéo, du coup je me dis tiens, un jeu vidéo où je vais pouvoir jouer vampire, c'est génial quoi. Et bon, dans ma tête je me disais bon, ça va être un peu comme Buffy, machin et tout, genre un vampire normal dans une crypte en train de regarder la télé, quoi, une vie normale de vampire. Et du coup je me chope le jeu. Et au début collège, mais j'étais émerveillé par ce jeu, quoi. Je me suis dit, mais l'univers, il est juste fou. Et je commençais de mon côté à me renseigner, parce que je suis un petit peu comme Glatux sur le Scula, je me renseignais énormément sur les lores de jeux vidéo, ou même de cinéma. Et du coup, je voyais, plus je me renseignais, plus j'en apprenais, et plus je voyais que j'en avais à apprendre. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas que vampires dans ce monde, qu'il y avait loup-garou, qu'il y avait d'autres jeux de rôle et tout. Donc je me suis dit, bon, mais là, laisse tomber, il faut vraiment que je me lance dans le JDR. Et par contre, malheureusement pour moi, ça a été une très grosse malédiction sur Vampire. Je ne trouvais jamais le livre. Le livre n'était plus du tout en vente nulle part. Plus rien dans les Fnac, plus rien dans Amazon, etc. Alors, niveau timing, il faut rappeler que Bloodline est sorti après la fin entre guillemets officielle du Monde des Ténèbres. Ouais. Et State, ouais. du coup, je n'ai jamais trouvé réellement le livre. En tout cas, il n'était plus disponible en France, ni en français sur eBay. Il était vendu à des prix excessifs et j'étais au début collège. Du coup, c'était improbable que je sorte une telle somme pour un livre. Surtout que, en plus de ça, j'avais jamais pratiqué réellement le JDR. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé moi-même mes propres règles et mon propre JDR en essayant de trouver des documents sur internet, donc en tombant sur les litanies, etc. J'ai récupéré à droite à gauche, j'ai créé un bordel pas possible pour faire jouer à ça à des potes du coup au collège, et donc j'ai continué comme ça au lycée. Sauf qu'un jour, il y a eu donc j'ai trouvé le PDF sur Emule, mais il était même pas en entier, donc j'ai vraiment bricolé. Et un jour, il y a eu Requiem qui est sorti. Et du coup, je me suis dit, ah c'est bon, il y a un reboot et tout. J'étais content, sauf que bon, Requiem, bon, la V1 n'était pas vraiment top. Et j'étais très déçu de ne pas retrouver l'ambiance de Mascarade. Du coup, j'ai fait jouer Requiem en mode Mascarade. J'ai fait un bric-à-brac horrible, mais genre, j'en ai honte. Le truc, c'est que il était vendu à un guide de traduction qui permettait de convertir tous les clans de Mascarade et tous les pouvoirs de Mascarade en Requiem V1. Après, j'étais très jeune aussi. Hein, ouais. Et c'est vraiment... pour ça que les enfants, la leçon, c'est en cours d'anglais, écoutez et devenez bilingue. Et ne manquez plus aucun jeu de rôle comme ça. Et ouais, du coup, j'ai trouvé rapidement... Enfin, j'ai utilisé ce jeu de rôle pour faire du Mascarade. Et un jour, j'ai eu énormément de chance. La V20 est sortie et je l'ai acheté directement, quoi. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai essayé de reproduire Mascarade avec très peu de choses que j'avais quand j'étais gamin. Mais j'étais content parce que j'ai lancé pas mal de gens, du coup, au collège, lycée, sur le JDR, alors que personne ne connaissait, quoi. Il faut savoir que j'étais en Picardie. Oula. Il y a un petit... Il y a de l'écho. Bon. Et donc voilà. Et après, bon, évidemment, j'ai continué dans ma piste, enfin à faire du JDR, et je suis passé sur du Donjons et Dragons 3.5, Z-Corps et tout. Voilà. Donc, je pense on peut passer à la deuxième étape, qui est qu'attendez-vous des jeux vidéo Vampire Bloodlines, donc 2, et Loup-Garou Apocalypse Earthblood. Donc, je sais pas si Angelus, c'est bon, si tu es là. Je suis là, okay. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, Angelus, qu'attendez-vous des... Je pense que là, sur ça, je pense qu'on peut débattre ensemble.
Ouais. En se laissant la parole, en essayant de pas trop se couper les uns des autres. Qu'attendez-vous des jeux vidéo Vampire Bloodlines et Loup-Garou Earthblood? Je pense qu'on peut commencer peut-être avec Vampire. Ben, très simplement qu'ils soient finis contrairement à leurs prédécesseurs. Ouais, Ah, il y a un peu de vrai. c'est ça. Bloodlines est un jeu bien connu pour que c'est les fans qui ont fini de manière avec les mods le jeu. Ouais. Avec Troy Kai Il Game est pas fini avec- qui avait fermé avant d'avoir fini le jeu, ouais. Pour ma part, j'espère que les combats seront mieux aussi, que si possible les PNJ soient un peu plus vivants dans le sens où quand tu vas essayer de mordre quelqu'un, que tu te dises, que tu te poses des questions quand même sur la personne et que ce soit pas juste un sac de sang. Et si possible, qu'ils laissent la porte au mode, parce que personnellement, je travaille dans la création de jeux vidéo et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de pouvoir modder Bloodlines. Ça, je crois que c'est prévu déjà. Alors, moi, je pense qu'il est peut-être un peu utopique de penser que le jeu sortira fini. Parce que, à mon avis, le nombre de jeux qui sortent, qui sont finis, en fait, il n'y en a pas. Donc, ça va être patché, etc. Mais oui, la porte des mods, j'espère effectivement qu'elle sera ouverte. Ça, on l'espère tous. Disons au moins qu'ils sortent pas buggés, quoi. Peut-être pas avec tous les DLC ou... Voilà, ouais, faut aller Parfait, brûler un parfait, cierge. Hein. mais quand même, C'est ça. les bugs de Bloodline, c'était quand même énorme. C'était à tous les niveaux, ça pouvait te faire interrompre une mission. C'était- En fait, le truc c'est que Ça Bloodlines. pouvait te faire redémarrer le jeu même. Oui, ouais, c'était- Des fois, tu Là, pouvais c'est plus fini. avancer parce qu'il y avait un bug qui te crachait le jeu, tu pouvais plus avancer du tout. Il Donc, y en a un que vous avez dû avoir en français, c'était tu mettais un mot de passe à un moment, mais le mot français était trop long par rapport au nombre de cases que tu pouvais mettre, et du coup, tu pouvais pas mettre ton mot de passe, et t'avais beau avoir la solution sous les yeux, tu devenais fou, quoi. Et en fait, on dit, ah non, mais vas-y. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs à télécharger les patchs et les mods. Pareil, à la Ils ont société organisé Léopold, ça. je crois que c'était bugué Oui. aussi, tu pouvais plus Oui, passer. c'était à la fin du Alors- scénario de la société Léopold où en Ouais, fait c'est le jeu crachait automatiquement. Alors, Ouais. moi, vu que j'étais déjà bilingue à l'époque, j'ai joué en anglais et de tous les gens qui m'avaient commencé le jeu, ils me disaient installe les patchs d'abord. Donc j'ai eu l'intelligence d'installer parce que comme on me l'avait dit. Après, c'est quand on joue à d'autres jeux buggés, pas finis, on prend l'habitude de regarder les patchs de fans avant. Après, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette nouvelle création? La fidélité du lore. Si vraiment ils doivent, pour une raison mécanique de jeu, réadapter certaines disciplines, j'espère qu'ils feront au mieux pour que ça elle en fait à l'univers, quoi. Donc voilà, que l'équilibrage soit bon, que l'émotion soit là, en fait, même si c'est pas évident et que c'est pas ce que tout le monde recherche. Mais bon, déjà, l'ambiance, pour moi, je trouve que l'ambiance, elle est là. Et c'est aussi ça, en fait, le WoD. C'est on l'aime parce que y a une pluralité de choses, etc. Mais il y a une ambiance, en fait. Et avec la musique, ces images, il y a moyen de faire quelque chose de super, quoi. T'as envie d'éteindre, te mettre dans le noir et te plonger dans le jeu. Donc moi, ce que j'espère, c'est que la partie prod se débrouille bien, mais surtout que l'équipe soit bien guidée par un mec qui a cette envie de nous faire ressentir des choses et des émotions dans cet univers-là, tu vois. l'ambiance, c'est Effectivement, essentiel, ouais. tout à fait, l'ambiance, effectivement, est super importante. Maintenant, bien évidemment, il y a toujours l'égide du marketing qui flotte derrière. Faut que ça soit rentable et tout, machin, tout ça. Ouais, je confirme. Faut que ça soit accessible aussi aux joueurs casual qui connaissent rien au World of Darkness. Mais je pense qu'effectivement, ils savent qu'ils sont attendus au tournant parce que les gens qui kiffent le WoD, il y en a plein. C'est même d'actualité. Il y a des grandes chaînes, effectivement, qui font de l'actual play sur du Vampire et autres. Là, on les attend tous au tournant. Ils n'ont pas le droit de se planter. Maintenant, est-ce que le jeu va être parfait? Je pense pas. Alors il faut pas oublier Mais- que c'est un double 1, par contre, hein, que ce n'est pas un triple 1 comme jeu. Donc il n'a pas un montant, il n'a pas un... Il y a des beaux double A, hein. C'est nu à Hellsblade Sacrifice, Ouais. même, comment il s'appelle, le jeu français, la Plague Tale of Innocence, hein, mine de rien.
Oui, c'est Alors, même Gridfall, oui, je dis ça. Alors, le truc, c'est pas qu'ils C'est aient un ça, problème Gridfall, oui. d'ambition. Ça, c'est plus une histoire d'ambition, en fait. C'est pas essayer de faire un jeu plus gros qu'ils en sont capables, en fait. Totalement. Ah, c'est vrai Après, que, Bloodlines, on a tous adoré, et alors certes, c'était tout buggé, mais on a tous adoré. La raison pour ça, c'est justement parce que les mecs avaient trop d'ambition, quoi. Ils avaient fait un jeu beaucoup trop ambitieux, et le résultat, c'est culte maintenant, et on en a un deuxième. Ça fait des années après, mais on en a un deuxième. Donc je pense que l'ambition, quelque part, c'est pas un mal. Même si, oui, j'aimerais bien, comme tout le monde, bien sûr, que le jeu soit fini et pas buggé, qu'il ait effectivement un bon système de combat. ouais. Le jeu soit jouable. Ouais. J'espère. Ce que je pourrais dire. Il traîne Ouais, quand même aussi un héritage avec, c'est vrai que Redemption qui était très bon, pas trop buggé. Bon, après t'avais le problème des pecs à l'infini qui venaient ternir vraiment le jeu. Mais c'est vrai que il y a eu aussi une énorme attente, ouais, comme je rejoins Clico là-dessus. Il y a eu énormément d'attentes, sachant qu'il y a eu aussi une période, une annonce pour un MMO dans l'univers de Mascarade. Ah non, mais le MMO, il est au mort. Ouais, au tout début, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au début, oui, il y avait d'abord les annonces où on pouvait jouer soit un humain, un vampire ou un loup-garou, et puis après, au fur et à mesure, ça s'est cassé la gueule. Et t'as énormément d'attentes derrière. Je connais l'histoire, en fait, c'est l'histoire qui mènera à Bloodlines 2, c'est en gros White Wolf je crois que c'est vers la fin du WoD, ils mettent la clé ils sont rachetés par la société islandaise qui produit qui a fait Secret World et Eve Online. Comment il s'appelle? Paradoxe. Non, Ça, c'est Non, suédois ça, et c'est- c'est les propriétaires Eve actuels. Online, c'est Onyx. Non, pas Non. du tout. Onyx Pass, c'est ceux qui font Chronique. C'est éditeur, c'est CCP. Oui, c'est- CCP qui faisait le Secret World et Eve Online. Ils avaient racheté les droits du Monde des Ténèbres pour faire un MMO. Le projet, il a été en truc où ça se développait pas, rien n'avançait. Et puis vers la fin des 2016 ou 2017, ils revendent les droits et c'est Paradox Interactif, développeur de jeux vidéo, qui l'achète. Et Paradox Interactif, ils veulent ressusciter le Monde des Ténèbres au-delà des V20 qui sont... Les V20, c'est juste des collections d'anniversaire. Ils veulent vraiment ressusciter le Monde des Ténèbres. Et vu que c'est un éditeur de jeux vidéo, ils veulent en faire du jeu vidéo. Et donc, c'est qu'une fois qu'ils ont racheté les droits, ils lancent le développement de Bloodlines 2. Le MO, c'était le projet de CCP qui... Oui. Le projet, il est mort, et puis White Wolf, c'était un studio mort-vivant jusqu'à ce que Paradox le rachète. Là, on peut dire qu'il revit, hein, parce que avec tous les projets. White Wolf, il s'est encore fait buter après les catastrophes les quelques catastrophes de V5. C'est vrai. Pour le jeu, j'espère sincèrement qu'il y aura pas mal aussi de quêtes annexes, parce que c'est quelque chose qui me surprend encore d'ailleurs. Je refais Bloodlines, et pourtant je l'ai fait plusieurs fois, et je redécouvre encore des choses que j'avais jamais vues au début, quoi. Et c'est ça qui est assez surprenant. C'est qu'en fait, Bloodlines, il est assez mal indiqué. Ouais, mais ça fait partie un peu du charme du truc, tu vois. Maintenant il y a des pointeurs mal partout. indiqué. Ouais, c'est vrai que Ouais, je pense c'est que un peu je trop dirais- l'idée, je trouve, Ouais, le jeu vidéo maintenant. De toute façon, je vais vous dire, au-delà de ça, je pense que... Vas-y, vas-y. l'archiviste. Enfin, ok. Je vais vous dire, je pense que de toute façon, qu'est-ce qui fait un grand jeu en général et un gros RPG en particulier? On va être clair et net, ce qui était vraiment bien dans Bloodline, au-delà de l'aspect technique, de l'ambiance du Monde des Ténèbres et tout, qui était quand même bien, c'est surtout la qualité du travail d'écriture. Quand tes quêtes annexes, elles sont comme dans The Witcher 3 ou dans Bloodline passionnantes, c'est-à-dire que tu découvres des trucs du lore, même si c'est des petits trucs, hein, que t'es à fond dedans, que c'est pas des trucs vraiment trop bateaux, trop FedEx, et ben t'as qu'une envie, c'est de poursuivre le jeu à fond, quoi. Et d'ailleurs, les meilleurs RPG que j'ai fait, Dragon Age Origins, Witcher 3 justement et Bloodline, moi, c'est surtout de la qualité du travail d'écriture, quoi. C'est des tonnes et des tonnes de textes, des tonnes et des tonnes de lore dans lequel tu rentres, les relations entre les personnages, et surtout, alors ça c'est quand même la cerise sur le gâteau, c'est quand t'as de la liberté, quoi. Parce que mine de rien, à l'époque, la petite liberté de choisir plus ou moins ta fin, choisir plus ou moins ton clan selon comment tu joues et comment tu réponds aux quêtes des uns des autres, c'était quand même pas mal. Bon, même si ça a beaucoup évolué depuis, hein. Oui, Mais rien que s'il y a ça déjà, même si le gameplay est un peu foireux, la technique un peu datée,
le jeu un peu court, bon, bah, s'il y a ça et qu'en plus derrière il y a une rejouabilité, parce que du coup, si vraiment tu as des choix différents et un gameplay si possible un peu différent et un travail d'écriture qui est énorme, tu n'auras qu'une envie à la fin de ton premier run, c'est de prendre un autre clan et bim, de refaire un deuxième run. Et là, on arrive à un autre point qui vraiment me tient à cœur, c'est que j'espère que les clans, ce sera pas juste des classes de personnages, quoi. C'est-à-dire que Des à part les skins. disciplines, il n'y a rien, quoi. Voilà, Oui, il faut exactement. vraiment Ouais, que... des skins et puis Mm. 3 Parce que trucs j'ai de prévus. Des nouvelles que j'ai entendues du jeu, j'ai un peu peur à ce niveau-là. Ah, bon. Moi, à la Après, rigueur, c'est j'espère que j'aimerais en fait que dans ce cas-là, si on est cantonné à quelques clans, eh bien que dans le jeu, ils nous fassent lors d'une quête annexe, ben, hop, tu joues le temps de cette quête annexe un autre clan, un clan que tu ne peux pas avoir normalement au début de la partie, mais histoire juste de nous faire découvrir, ben tiens, comment enfin voilà, nous faire jouer un petit bout, la sombra, un truc comme machin, Après, voilà, pour après, voilà. technique- Ou un add-on histoire de financer le jeu, un truc à 5 € avec une quête annexe, pourquoi pas. Après, ce que j'ai techniquement, ça demanderait de développer toutes les features du clan, etc. Et pour eux, ce serait beaucoup plus... Enfin, ça vaudrait plus le coup carrément de faire des DLC dans ce cas-là pour pouvoir vendre et que Oui. le joueur plutôt que... Après, ça, il n'y a pas de risque, paraît-il, parce que bon, tu es de l'industrie, donc tu connais sans doute mieux que moi, et Paradox est, paraît-il, très connu pour oui. ces très nombreux DLC qui te Ouais. triplent le prix de leur jeu. Totalement. Alors, le truc, c'est que Donc, c'est pour les jeux et a Paradox. priori, il va y avoir des clans en DLC, ouais. Alors, Par contre, ça, bonne c'est plus nouvelle pour- au niveau de l'écriture. Je rejoins tout à fait Angélus là-dessus. L'écriture, c'est très très important, autant que l'ambiance. Et ce qui est bien, c'est que Bloodlines 2 est écrit entièrement par le même mec qui a écrit Bloodlines 1. Ah, mais ça, je Brian savais même Ipsoda, pas. qui fait aussi des doublages. Voilà. Donc, c'est bon signe du coup, parce que c'est le mec qui a écrit le jeu qu'on adorait. Et le pire, c'est que je vais pas vous mentir. Par exemple, moi, je suis pas très fan des FPS, je préfère les TPS quand elle est vue à la troisième personne. Mais en vérité, vu que c'est du vampire, à moins que le jeu soit vraiment une bouse abominable, machin et tout, je vais l'acheter. Hein, et sûrement que les DLC vont suivre derrière, quoi. Après, les DLC, c'est plus pour les jeux que Paradox développe, moins que ceux qu'ils éditent. Ça, c'est développé par un autre studio, édité par Paradox. Mais À voir. Bah après, c'est ce qui leur permet aussi de financièrement d'avoir un petit bonus, etc. quoi. Donc Ouais, mais surtout c'est Paradox... ouais, excuse-moi, c'est aussi une façon si on le voit du bon côté, c'est une façon de soutenir un petit peu la licence et le jeu en lui-même, quoi. Donc oui, c'est sûr que ton jeu, tu l'achètes 60 €, mais au final, avec tous les DLC, au bout de quelques mois, bah, peut-être qu'il va te coûter 90. Mais bon, voilà. Moi, je suis du genre à payer parce que des jeux comme ça, c'est rare. C'est très risqué, c'est fait pour une niche de joueurs, clairement. Et en plus, ils bénéficient pas de la popularité jeu tout public parce qu'il y a du vampire, parce qu'il y a des communautés religieuses qui vont l'interdire. Même en 2020, ça va être bon. Donc du coup, ouais. Ça c'est pour du Bloodline. Après, pour ce qui est Garou, j'espère vraiment que ils ne vont pas tomber dans le stéréotype du garou bourrin, alors que c'est un univers. N'espère c'est pas. un univers. Mais sincèrement, non. Mais je crois que c'est un beat'em all, le jeu, non? Ouais, il faut. Je pense que personnellement, j'attends rien de loup-garou pour ma part. Pareil. Enfin, Au qu'ils minimum, le c'est fassent, c'est aventure, une quoi. chose, mais qu'ils n'oublient pas ou qu'ils en mettent un peu, ne serait-ce le côté spirituel de alors, Garou. je risque de te décevoir, mais de ce que j'ai appris de Garou, ça va être un jeu avec un protagoniste prédéfini, unique. C'est-à-dire que tu pourras pas jouer les autres tribus. Tu joueras ton personnage et ça m'a l'air d'être vraiment prévu dans un jeu assez bourrin. Alors, Ouais, et t'as pas le côté je meute rebondirai aussi qui là-dessus. sera jouable? T'as Ouais. peut-être une meute, mais c'est vraiment perso prédéfini et Ce sera Je- pas un RPG en tout cas. Il Je semble vais que me ce faire soit un ce que j'avais beat'em all. vu. je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce coup-là,
Autant quand on parle vampire à la population, à une personne lambda, elle peut à peu près savoir ce que c'est. Ça la choquera pas, effectivement, qu'ils boivent du sang, qu'ils crament au soleil, qu'ils fassent des complots, qu'ils agissent dans l'ombre. Autant un loup-garou, chez les communs des mortels, c'est quand même grou-grou. Voilà, alors qu'on sait, là, dans notre groupe, effectivement, on sait très bien que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est même l'un des jeux les plus spirituellement avancés et très, très poussé. Même, je dirais même, voire même romantique dans le sens très large du terme. Et puis, ouais, spirituel, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui définit ce jeu. Mais pour que le commun des joueurs et des casuals, un garou, ça tape comme dans Skyrim quand on fait un loup-garou. C'est tout. Malheureusement, je suis assez d'accord avec cet avis, j'allais dire. Alors, je sais déjà que ce sera plus un action-aventure qu'un RPG, mais honnêtement, on peut très bien avoir un jeu action-aventure avec une bonne écriture derrière et des éléments de gameplay qui rappellent l'unicité de Garou, par exemple. Tout à fait. À une époque, il y avait du saga qui était Soul Reaver. Et dans Soul Reaver, tu pouvais passer du monde matériel au monde spirituel. Et en passant dans le monde spirituel, tu débloquais des zones. Ça pourrait être pas pareil dans Loup-Garou. Hein. Tu pourrais très bien passer dans l'Umbra et boum, t'as des zones qui se débloquent ou des ennemis qui apparaissent. Après, il est développé par Cyanide. Ça pourrait être sympa. Et mine de rien, enfin, je veux dire, Cyanide, par exemple, ils ont fait Cthulhu, le dernier Cthulhu, et c'est quelque chose que j'attendais pas du tout. Et bon, je l'ai fait finalement en attendant rien. Je me suis dit, bon, j'ai passé un pas si mauvais moment, quoi. Donc, alors, j'ai pas de ce que j'ai l'impression que pour vous, Bloodlines c'est un jeu de niche, mais alors dans le monde anglophone, Bloodlines c'est considéré comme un classique du RPG. C'est-à-dire que la majorité des gens connaissent Bloodlines. C'est la blague, c'est à chaque fois que tu mentionnes un Bloodline, il y a toujours quelqu'un qui va le réinstaller. Oui, il y a un mème d'ailleurs. Oui, c'est un jeu qui est très connu, c'est vrai. C'est donc. C'est vrai, parce qu'elle dit c'est pas niche. Loup-garou, c'est le plus niche. Oui, c'est. Mais Loup-garou, sachez que c'est pas le premier jeu Loup-garou, jeu vidéo Loup-garou qui est en développement. On a déjà eu un à une époque qui a été annulé, oui. Mais je crois qu'on peut encore trouver les cinématiques sur YouTube, il me semble. Oui, je crois qu'il y a aussi eu un jeu, et je crois qu'il y a eu aussi un jeu chasseur sur Xbox 360 qui est sorti. Oui, c'est vrai. Hunter, ouais. The Reckoning, je crois. Oui. Hunter the Reckoning. Ouais. Bon, c'était pas fameux. J'espère que ce loup-garou sera pas annulé, ou ce serait déjà bien. De toute façon, Vampire, ça reste la grosse vitrine, la tête d'affiche de la gamme. Maintenant, ils vont essayer, j'imagine, avec ce nouveau jeu vidéo sur loup-garou, de commencer à créer un besoin, une envie, peut-être développer après, mais pour l'instant, ça reste quand même vachement une niche dans la niche, quoi. Devrait être assez parallèle avec la W5. Après, effectivement, quand on voit la patte de Cyanide Studio, oui, effectivement, c'est mis à part Call of Cthulhu, c'est assez arcade, on va dire. Voilà. Donc du coup effectivement il n'y a pas de surprise, Werewolf ce sera un peu bourrin, mais effectivement Angelus, comme tu dis, moi c'est pas une excuse en fait pour ne pas incorporer la magie de Garou dedans. Tu peux faire du beau et de l'épique et du bourrin et pour autant t'arracher une petite larme en te donnant des lignes et des scènes et des musiques qui te font waouh, tu vois. De la même façon que Bloodlines 1 avait une excellente écriture et un très mauvais gameplay. Voilà. Les deux ne sont pas liés. Il y avait un truc que j'avais énormément regretté en jouant à Bloodline, c'est que justement, logiquement, ça parle des Bloodlines, des lignées de sang, et t'en croises que 2 dans le jeu. J'espère que dans le Bloodline 2, t'en croisera un peu plus que 2. J'aimerais bien voir des références à des clans qu'on n'a jamais vu être référés jusque-là, ni dans Bloodlines, ni dans Redemption. Je sais que sur le serveur Discord du coup de Bloodroll, il y a plein de fans de Ravnos. Voilà, peut-être que si on avait un petit Ravnos comme ça ferait plaisir à beaucoup de monde, je pense. Je crois qu'il y avait des mods pour Bloodlines qui te faisaient jouer les clans un peu plus... Oui, c'était un modeur français qui l'avait fait, et puis en fait, tu pouvais jouer tout et n'importe quoi, je crois.
Oh, il y en a Tu peux plein, pas hein, jouer les j'en ai deux plusieurs brothers, à chaque je mode. Singer. Ouais. Mais par contre, il te buguait encore plus le jeu. Il te mettait des bugs textures ou en fait qui te pourrissaient vraiment le jeu. C'était dommage. Moi, je par pense contre, qu'ils t'avais ont des- moyen quand même de. Pardon. Non, ouais, juste pour finir, ils avaient vraiment par contre installé il y avait des modes qui étaient intéressants où tu pouvais jouer par exemple plus en clair ou un ancien ou d'autres beaucoup plus pour ton expérience de jeu un peu plus longue. Alors, en parlant de Sinclair, D'ailleurs, on va jouer un Sinclair. Hein, dans... On C'est va ça. jouer un Sinclair, ouais, Ouais. c'est ça. alors Ouais. ils vont te faire jouer un Sinclair au début et ils vont te forcer à te diableriser pour sortir d'être un Sinclair. Ce qui, je trouve, je crois qu'ils ont confirmé que tu ne pourrais pas finir le jeu en Sinclair. Ce qui, je trouve, est Ah, dommage. c'est con. Surtout Je qu'en suis pas fait, sûr il y a que des tu passes par une diablerie par contre. Hein. Je sais que tu vas être obligé de choisir un clan, mais je suis plus sûr que ce soit par une diablerie. Alors, Oui, j'ai pas entendu on ça est- personnellement. Ouais, moi non Alors, plus. aux Mais dernières même si c'est nouvelles- comme ça, quelque part, bon, ça fait un moment très dramatique. Hein. Alors, Si t'es forcé à faire ça ou si, bon, le truc, c'est que si la c'est pas diablerie, elle a aucune conséquence, ça va être moche. Mais en fait, c'est surtout parce que en 1v5, il n'y a pas de manière de sortir d'être Sinclair sans diablerie, pour l'instant. Mais en fait, si, c'était aussi surtout que la V5 est une édition qui a choisi de plus développer les Sinclair. Et Hmm. on retrouvera pas ça dans Bloodlines Il n'y 2. aura pas l'alchimie du sang dans Bloodlines. Quoi. Voilà. Qui est le grand intérêt de jouer, qui est l'un des grands intérêts de jouer Sinclair en V5. D'ailleurs, j'ai une question. Mais par si rapport vous savez, à- si quelqu'un sait, est au courant pour Bloodlines 2, elle est bien basée sur la V5, mais est-ce qu'il y aura la Non. présence de Bah, la j'allais nouvelle y venir. acquisition ou pas, justement? Non. Ok. Enfin, j'allais y c'est venir. Ouais, bah, C'est pas sûr. c'est un mix en fait. Ok. C'est par rapport du coup à Case avant qui dit qu'elle voulait vraiment de la fidélité par rapport au matériel original. Ça va être un genre de mix un peu perso, un peu comme on fait nous si on veut sur la chaîne Bloodroll, où il va y avoir un peu de V5 mais un peu d'autres choses et un peu de à l'arrache par exemple. je Voilà. crois que c'est basé Vas-y, sur bah, les playtests de la V5, sur la bêta de la V5 à peu près. Mhm. Ok. Oh, c'est pas plus mal si ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ma foi, pourquoi pas? Ah, totalement. Ouvrir Après, les ils ont chakras annoncé- pour. Ils ont annoncé faire des trucs perso aussi, mélangés à de la V5. Après, faut pas Oui, oublier parce que qu'on même... C'est pas ce qu'on verra. faut pas On oublier que trouve même par exemple le fait que la résonance de sang, je crois, va influer dans le jeu quand tu vas boire le sang d'un humain. Comme en V5, je crois me souvenir que ça influe sur tes disciplines ou tes capacités, ce qui est un truc Ça vraiment te- V5. Alors en V5, la résonance de sang, ça te donne un bonus de 1D à une discipline selon l'émotion, ou si tu as un sang fin, ça te donne des bonus, ça te donne la discipline temporairement. C'est Sinclair. Je De- sais de pas à toute quel point ils vont façon, pousser ça- la mécanique. Ça reste compliqué de traduire la mécanique d'un jeu de rôle sur C'est table clair. en jeu vidéo. mécaniquement Ça, parlant, c'est très 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 difficile. Pour C'est un pallier autre à média. ça, effectivement, comme vous l'avez dit, l'écriture, tout ça, ça y fera énormément. Le côté règle du jeu, effectivement, bah, ça restera, ça sera du Bloodlines 2, quoi, en fait, compte. Vu que ça reste un mix, ça restera une mécanique propre au jeu. On pourra pas y couper. Même Bloodlines 1, de toute façon, c'était une mécanique qui ressemblait effectivement à du vampire JDR, mais il y avait quand même certains points qui étaient typiquement liés qu'au jeu. Hein. Et d'ailleurs, C'est ça. Les même, disciplines, hein, les ils se sont disciplines. ils ont pris aussi des libertés. Il faut pas oublier que Bloodlines 1 n'est pas canon, enfin, est devenu canon avec Si. la V5, mais à l'époque, ils ont quand même C'est pris... devenu canon avec la V20. Avec la V20, ouais. Mais à l'époque, ils ont pris des libertés. Hein. Il faut pas oublier ça. De toute façon, techniquement, à la base, quand il est sorti, le MDT, il était en 7 morts. Voilà. Bah, toi, Prudence, qui est justement travaille dans le jeu vidéo, moi qui en crée un, on va dire, avec mon compagnon, on se rend compte que, même quand tu veux faire une adaptation, hein, que ce soit en jeu vidéo, en film ou autre chose, on est obligé, au bout d'un moment, de tordre un peu certaines règles,
parce que pour des raisons de gameplay, de budget aussi, de cohérence de la chose, et on n'a pas le choix, quoi. On est obligé d'inventer ou de réadapter, quoi. Donc ouais, il y a des choses qui vont tordre. Et ce sera pas ultra fidèle, mais quand je parlais de fidélité, c'est voilà, qu'ils ne me renomment pas Obténébration en Bagarre des Ombres, enfin je sais pas, avec un nom bizarre, quoi. Je veux dire, l'univers est riche, c'est con de changer les noms. Non mais bon, pour des raisons de droit, ça pourrait peut-être se faire. Alors, mauvaise nouvelle, dans la V5, ils ont changé Obténébration. Mais bon, oui, mais la V5, pour l'instant, non. Ça n'existe pas. Je suis d'accord, espérons qu'ils gardent la sémantique de la V4 qui était mieux que Oblivion de V5. Alors après, pour les mécaniques, t'es obligé, je veux dire, quand tu vas adapter un jeu de rôle papier en mécanique de jeu vidéo, clairement t'es obligé de tordre des trucs, comme tu dis, ou de modifier, ou même parfois d'essayer de voir si tu gardes juste l'aspect visuel ou si tu gardes juste l'aspect fonctionnel. En plus, parce qu'il y a des disciplines qui sont quand même voire même impossibles à faire en jeu vidéo, quoi. Donc, ouais. Mais là où je m'interroge, est-ce qu'ils vont garder les deux trucs qui m'avaient vraiment plu sur Bloodline aussi, parce qu'on l'oublie, mais c'était quand même assez cool pour l'époque. C'était, tu sais, les points de mascarade et le fait que tu puisses en fait partir en frénésie, alors avec les patchs un peu plus fréquemment, parce que je crois que dans le jeu de base la frénésie venait jamais. Je me demande si ça va revenir, ça, parce que c'était quand même vachement cool en fait. Plus ta mascarade baissait, plus t'as les chasseurs qui apparaissaient, plus tu tombes en frénésie, ça pouvait se déclencher à tout moment, donc t'es là, tu voulais parler à quelqu'un, tu commences à partir en live dans les rues et à mort tout le monde. Vous pensez que ça va revenir, ce genre de truc? Alors moi, je savais même pas qu'il y avait la frénésie dans Bloodline 1. Ah ouais, non mais si. c'est rare. Si, Si t'es en manque de son ou quoi, il y a des moments où tu peux partir en live et d'un seul coup tu contrôles plus ta manette et le perso, enfin l'écran l'écran commence à clignoter et ton perso il part en live, il commence à mordre le premier passant. Moi j'étais vraiment en live d'ailleurs. Les animations cassées et le son qui te hurle aux oreilles à répétition. Ouais. Il faudrait aussi, s'ils mettent une frénésie, ce serait bien qu'ils en mettent effectivement, qu'elle soit plus soignée, ouais. Carrément plus soignée. Et je m'en souviens parce qu'à un moment, enfin, ça fait partie de la difficulté de l'univers, quoi. Ouais. Sinon, tu fais ce que tu veux et c'est la fête au village, quoi. Vous vous souvenez, il y a cette... Ils tombent jamais en frénésie. Il y a un passage dans un bar où t'as plusieurs gens à qui tu peux pas trop parler au début du jeu, et en fait l'un d'eux, si t'as le malheur de le frapper, il se transforme d'un seul coup en gros gangrel ou en gros monstre et il te défonce en 2 coups. Attends, et ben ce mec... Dans quel bar? C'est dans Bloodline 1, tu sais, dans Bloodline 1, à un moment Donc... tu vas dans un espèce de bar-resto-route et t'as une scène avec Jeannette et Thérèse avec le téléphone et t'as un gars dans un coin un peu bizarre et lui à un moment j'étais tombé en frénésie devant lui et en fait je m'étais amusé à le mordre, le gars m'avait repoussé, s'est transformé en monstre, il m'avait explosé, quoi. Ouais, c'était un gangrel que tu affrontes dans une mission d'ailleurs plus tard. Oui, ultérieur, ouais. Et ça c'était énorme, c'est là que le jeu, je crois que c'est vraiment le jeu m'a mis une claque, quoi. Je dis, wow, mais tout était bien pensé en fait, je veux dire ce mec là il était sous tes yeux et c'est ça qui est assez fou d'ailleurs. Alors moi là, je crois que après il y a une partie très chiante de Bloodline 1, c'était toute l'aventure dans toute la mission où tu dois vaincre les Kuei-jin. Ouais, mais de toute façon les Queen-jin c'est fini ça. Ah, c'était du dungeon crawling ça. Ouais. Ah mais c'était le dungeon crawling. D'ici la fin du jeu, de toute façon tu sentais effectivement que les mecs étaient rushés et qu'ils avaient pas eu le temps de finir. La mission dans les égouts aussi. Oh les égouts, infinissables. Tu te perds, la mission de tu te perdais partout, t'avais partout des pièges qui te faisaient mort instantanée, retour à la case départ, c'était chiant. Du coup on veut éviter que dans le prochain jeu il y ait des côtés égouts et puis enfin des levels du dungeon crawling. Ouais c'est ça, du dungeon crawling en fait. Il y aura toujours des égouts dans les jeux vidéo, toujours. Dit-il avec sa voix. Ce sera toujours le plus parti. Mais j'espère retrouver des scénarios comme celle de l'Ocean's House qui était vraiment terrible, je crois d'ailleurs que c'était mon préféré. Du coup je pense que ça peut nous mener à la troisième catégorie. À la maison abandonnée, ouais. Ou qui serait un bon jeu vidéo vampire et loup-garou finalement. Alors, moi je vais faire un truc qui ressemble à un truc, mais ce serait plus un jeu au style Baldur's Gate où on peut prendre, où on contrôle un groupe, enfin une équipe avec des pouvoirs différents. Rédemption. On peut jouer en tour par tour. Ça c'est Rédemption ça que tu décris. Écoute, j'ai pas joué à Rédemption. Ben c'est ce que t'es en train de décrire. Bah fais-le. Fais-le. Il est disponible sur un site. Je suis Christophe. Ouais, c'est plus un jeu où en fait c'est
je crois que le genre, on appelle ça le SCRPG, mais ça permet de découvrir. C'est un gameplay qui est assez connu des joueurs et c'est à faire place avec un petit doublage, on peut faire une bonne histoire et ça transcrit mieux le jeu vidéo qu'un jeu à la troisième personne où tu joues pratiquement comme un FPS ou un action adventure. Pour ma part, la troisième personne ou même le FPS, j'aime beaucoup parce que, sachant qu'on est dans un monde déjà dark et tout, je trouve que ça nous plonge, enfin personnellement, hein, c'est vraiment mon point de vue personnel, ça me plonge, j'aime beaucoup le FPS de base, mais ça me plonge vraiment dans l'univers, dans l'ambiance, se balader dans les rues très sombres, humides et tout, enfin, moi j'aime beaucoup Moi je suis un peu désensibilisé à ça, je trouve parfois que, bon, c'était avec les mécaniques de Bloodline, parfois c'était un peu, allez, bouge correctement, c'est lent, j'en ai marre. Pourquoi je dois faire le tour de la map, ça va prendre 30 minutes pour rien. Un jeu idéal vampire ou garou, un monde ouvert, une vingtaine de clans et lignées jouables, une partie campagne Sabbat ou une partie campagne Kama, c'est utopique, hein, mais par exemple, et aussi une sorte de mode en ligne, on va dire, avec limité à je sais pas combien de joueurs par exemple, où tes actions va influencer la ville. L'autre joueur, lui pareil, enfin voilà, un truc. Et c'est à ce moment-là que je me réveille en sueur. Pour l'open world, c'est ça. Alors ça me rappelle un. Alors ça c'était le, je sais pas combien de vous avez joué, mais Neverwinter Night, qui est un jeu. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une campagne, mais il y a aussi un outil de création de modules qui est pratiquement en fait créer votre propre campagne. Il y a des gens qui ont créé des campagnes pour multijoueurs. Il y avait aussi un mode maître de jeu où tu avais un joueur invisible qui avait un pouvoir d'admin. Et tu pouvais faire un serveur où il y avait un joueur qui avait les pouvoirs de MJ et tous les autres ils étaient en joueurs. C'était Rédemption, pareil. T'avais ça dans Rédemption. Ouais, en fait, je joue à Rédemption. Faut vraiment que tu joues à Rédemption. Après, ce que je suis en train d'entendre, c'est que c'est pas un Bloodline 2 qu'il fallait, c'est un Rédemption 2. Oui. Après Rédemption, quand même, le gameplay c'était vraiment du dungeon crawling là par contre. Ouais, c'est hard quand même. Rédemption, l'écriture et l'ambiance étaient super, mais bon, c'était une autre époque aussi. Ouais, tout à fait. Mais maintenant, on pourrait faire un remake d'une qualité exceptionnelle. Ça, et on pourrait même refaire une VF d'une qualité médiocre. Ceux qui ont joué ont compris. Pour ma part, je pense pas qu'il faille forcément un open world parce que je trouve qu'on est quand même dans une ère où maintenant on s'oblige limite à faire des open world même si on n'en a pas les moyens. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que t'as énormément de jeux open world, ok c'est trop cool, tu peux te balader partout mais c'est vide. Personnellement je préfère des jeux comme Bloodlines, sincèrement Bloodlines, au pire tu l'agrandis un petit peu, mais je veux dire où tu pouvais rentrer finalement dans pratiquement tous les bâtiments qui te menaient à une mission, tout était relié, c'était intelligemment fait, tu revenais dans la zone d'avant, etc. Et je trouve que le rendre vivant des lieux plus petits est plus intéressant que finalement avoir un grand open world. Alors, ça porte un nom ça, les petits open world? C'est du semi-open world. Ouais. C'est pas mauvais quand c'est bien fait. Hein. Non, c'est très bien, comme Gridfall par exemple. Par exemple, Moi perso, je dirais que c'est vrai que je suis assez fan des open world, mais effectivement, c'est parce que je n'ai connu que les bons open world. J'ai aussi eu vent de mauvais open world et ça te calme vite fait l'ambiance. Je crois d'ailleurs que j'ai fait un mauvais open world, Final Fantasy XV. Désolé. Non, t'as pas besoin de t'excuser. Hein. Peut-être que tu pourras pêcher dans Vampire aussi. Mais non, ce qui serait vraiment cool, comme on le disait, ce serait effectivement en fait, t'as une ville semi-open world, donc c'est-à-dire qu'il y a des zones qui devront être chargées, ça c'est pas très grave, mais quand même des grandes maps où en fait, un peu comme The Witcher 3 Origins, quoi. Quand t'as des interactions avec les persos, que ça ait des conséquences plus tard, genre si t'as refusé une mission à tel clan ou à machin qui appartient à tel clan, ou que t'as buté telle personne, que plus tard ça te retombe dans la figure, genre que t'as une mission ou une zone qui devient inaccessible, ou au contraire que t'as accès à un truc et tout, pour que vraiment tu te dises waouh, j'ai vraiment fait mon histoire, quoi. C'est mon vampire, ma chronique, ma partie, pour que vraiment t'aies la sensation en fait de vivre une histoire unique et de pouvoir le changer ensuite clan après clan. Je veux dire, c'est tout bête, mais quand tu joues Malkavian dans Bloodline 1, au début je croyais que le jeu avait bugué, quoi.
Quand j'ai vu les premières lignes de dialogue, j'ai dit oula, c'est peut-être encore un autre bug. Et puis en fait, ça te change mais ça, toute c'est l'expérience du jeu. C'est clair. Bah, oui, ça- sans aller sur ça, un truc aussi c'est énorme. merveilleux. Sans aller sur un truc aussi énorme, tu vois, des petits trucs, genre prendre en compte la faiblesse de certains clans qui fait que tu peux pas faire certaines missions par rapport à d'autres, ou que si t'as un os fait, t'es obligé, bah ouais, comme dans le premier jeu, de galérer un peu plus par les égouts, tout ça. C'est des petits détails, hein, mais franchement, ça rendrait le jeu vachement plus vivant. Et encore une fois, on en revient à la qualité d'écriture, quoi, parce que pour que ça marche, il faut que derrière, bah oui, le semi-open world ne soit pas vide, que les quêtes ne soient pas FedEx. Que les Alors- persos aussi soient un peu charismatiques, les persos secondaires, parce que si t'en as rien à foutre de machin, le sauver ou pas le sauver. Alors que Pour dans la lui. 1, t'avais une goût laser là. Ouais. Où était ce Ah oui. Heather qui Si tu n'as pas finissait passé- dramatiquement. Alors, techniquement, dans, Et puis- dans les versions patchées par les fans, tu peux la sauver. Oui, tu peux la sauver. Et donc du coup dans ce thème où on s'est dit voilà quelles seraient les choses idéales pour un jeu vampire, ben eux pour Blood Knight 2 ils ont pris Seattle. Vous, ben, je sais pas quelle ville vous aimeriez Pour qu'ils ma développent part, quoi, à la rigueur. Pour ma part, ma campagne sur Vampire la Mascarade se passe à Seattle, donc je pense que c'est la meilleure ville qui soit. En fait, c'est Tiraillé avec tous les trucs politiques qui se trouvent. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. je trouve aussi, hein. Tant que c'est Seattle, éviter Chicago, ça me va. Ouais, pas Chicago, franchement c'est pareil. Après Los Angeles C'est- c'est très cool, mais on l'a déjà fait, du coup faut changer. Le principe, c'est que Ouais, là, c'est Seattle, bien. c'est une ville massive entourée de forêts. Ce qui est... Ouais. Après, mais c'est une ambiance plus victorienne. J'avoue que j'aurais une petite faiblesse pour, tu sais, un bon Londres victorien. Ouais. Mais on a eu Vampire récemment dessus, donc c'est vrai que ça ferait peut-être un peu redondant. Et pourquoi pas, justement, si on cherche le jeu vidéo idéal sur Vampire, Loup-garou ou autre, avoir effectivement des serveurs, je sais pas, comme Mhm. World of Warcraft ou Ou The Secret World, qui était un excellent The Secret MDT10, World, en voilà. fait. Oui. Franchement, Et puis, c'est un t'as des des rares MMO que j'ai endroits, joué. t'as des villes complètes ou des grandes zones, voilà, évidemment ça demande un boulot de fou, mais ils sont peut-être pas obligés de tout sortir d'un coup, faire ça à coup de DLC ou d'extension ou je ne sais quoi, et voilà, et tout Alors, ce t'as petit trois monde, factions, cet mais très univers différentes, ouais. vrai. C'est vrai que le côté MMO me fait par contre un peu peur, parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent la course à l'armement, les courses au point, le côté très gros billisme qui va arriver, alors que justement je trouve pas que ce soit un univers intéressant pour ça en fait. Et Je pense que ça mettrait un bon coup à l'ambiance si jamais ils faisaient ça, parce que alors dans À voir. l'idéal, Ça effectivement, dépend. c'est vrai que ce serait bien, mais je pense qu'aucun studio n'ait les ressources ou la volonté d'investir autant de ressources pour qu'un truc comme ça soit possible. Alors oui, Vraiment. Valhalla, ça peut être populaire, ça reste de la niche, et les mémos, d'un point de vue méta, ça marche pas trop en ce moment, les mémos. C'est vrai. faut un Battle Royale vampire sinon. Allez. Oh la purge. Fortnite, Mon Dieu. Vampire. Pour du, Ouais, un petit arcade, un petit truc multijoueur, tu vois, dans un jeu avec 2-3 arènes viteuf pour voir ce que ça donne, tu vois, où chacun choisit un clan et puis à la Unreal Tournament, tu vois, on se fout sur la gueule avec les disciplines C'est qui le plus fort, adaptées vampire ou pour loup-garou du. Non, là, non. Mon personnage s'appellera Edward Moi, je prends Twilight. Garou alors. C'est parfait, donc, Le fameux débat, c'est... Après, ouais. le Warhammer s'est beaucoup cherché en jeu vidéo pendant plus de 15 ans. Et franchement, on a eu des jeux pas fameux comme des petites pépites qui sont sorties après. Je pense à Dawn of War pour Warhammer Alors. 40 000, Total War Warhammer. C'est possible que Vampire va chercher pareil. Peut-être que là, on va avoir des jeux peut-être moyens et puis que la licence va poursuivre et qu'on va se taper des jeux Alors. cultes. Hein. Il y a des gens qui ont suggéré à Paradox, puisque Paradox ils sont connus pour des jeux genre Crusader Kings et tout ça, de faire leur style un Crusader Kings mais pour vampires. Ou enfin pour le monde des ténèbres. Ce qui pourrait être cool. Pour un jeu idéal vampire, bah déjà si c'est Bloodline, intégrer plein de Bloodline. Déjà, très important. Pour le choix de la ville, je pense que Seattle est pas mal. Après, personnellement, si j'aurais pu choisir, j'aurais bien aimé un truc genre, c'est la mode en ce moment, mais c'est la Louisiane. Enfin une ville, une ancienne colonie française par exemple, ce genre-là. Mais sinon, enfin comme tout le monde, hein, bonne ambiance, hein,
un bon scénario. On demande pas énormément. Hein. C'est vrai que le scénario... Il y a de la base, quoi. De la bonne ambiance, de la bonne musique, de la tension, du stress. Et des vrais choix. De l'émotion. Après, le souci des choix, c'est que c'est un peu mensongeur. C'est que de toute façon, même, enfin, tu vois dans plein de jeux qui se disent où tes choix influencent tel ou tel... ou influencent l'histoire, c'est rarement vrai. Oui. En définitive, c'est toujours les mêmes trucs. Oh, attention, il y a des jeux où t'as des pans entiers de jeux qui sont pas dispo si t'as fait un ou deux choix. Voilà, c'est ça. Prends des 3 comme humain par exemple, tu peux carrément raccourcir le jeu de 30%. Ah oui. Je vais donner un petit exemple à la con pour les. Mais c'est genre pour tous les personnages secondaires où t'as fait leur mission, genre au vieux Fallout où à la fin t'as une espèce de diaporama de et machin est devenu ça et machin est devenu ça. Ah ouais. Les choix que t'as fait ouais, comme dans Witcher 3 Fallout. C'est pas forcément que ça influe sur la fin, mais que ça donne une conclusion en fait. Ouais. Certains Fallout, oui. Que t'aies une conclusion d'histoire éventuellement, ouais. Et qui mettent Picha aussi. Moi j'ai adoré ce personnage, j'ai trouvé vraiment génial. Bon, moi, clin d'œil à Bloodlines 1, à des personnages Bloodlines 1, ça ferait plaisir, ouais. Ginette, pas forcément Jeannette, ou. Enfin, je m'en fous de Thérèse ou Jeannette. C'est pas ce qui. Alors, de ce que je me souviens, le canon, c'est les deux. Ouais, moi ça va, voilà. si je les vois, ça va. Je vois déranger. Ouais. Je crois qu'à la base, ils voulaient pas mettre les personnages de Bloodline 1, mais on leur a dit. Mettez les personnages de Bloodline 1. Ouais, je pense qu'ils se seraient fait cogner la gueule s'ils auraient pas eu Kazé Jeannette. Ouais, une petite et en plus, je crois que dans le canon, cool. ils ont abusé parce que Thérèse et Jeannette, ils sont genre 6ème génération, tu vois. C'est pas le petit vampire. Alors, le protagoniste de Bloodline 1, techniquement, il est 8ème génération. Ouais, totalement. C'est un nouveau-né de 8ème génération. Et aussi qu'ils mettent autre chose que du vampire. Qui mettent peut-être, même si c'est pour de la quête annexe, qui mettent peut-être, je sais pas, éventuellement une fée ou n'importe quoi. Est-ce qu'on aura d'un loup-garou, l'apparition d'un loup-garou? Du Hunter, non, pas une fée. Alors, en fait, le truc, c'est que les Hunters. Une fée qui te vendait des bouquins. Les garous et les Hunters, ils apparaissent, mais. En fait, que tu aies un Hunter ou un garou qui soit pas un ennemi juste à buter, que tu puisses même carrément avoir une discussion avec, ça. Déjà, ça pourrait faire un sort de super teaser pour Earthblood. Personnellement, j'ai bien aimé l'apparition du loup-garou du coup dans Bloodlines parce que ça montrait la puissance, qu'on pouvait pas le battre comme ça, donc il y avait qu'une astuce pour le tuer, qu'on pouvait juste il y avait une astuce pour le tuer, mais partir quoi. Du coup, je trouvais ça intéressant. Il faisait même un peu flipper à l'époque. J'étais gamin, j'y jouais. Et quand t'avais ça derrière aux fesses, tu faisais pas le malin. Du coup, c'est vrai que ce serait marrant d'en avoir. Ouais, et que les limites de la ville soient, il y a pas de mur invisible ou de quoi que ce soit par exemple, mais qu'en fait, quand tu commences quelques mètres, tu te fais défoncer par du garou quoi, parce qu'en fait c'est ça, les campagnes elles sont gangrénées et c'est pas un contre un en fait ce qui est dangereux, c'est surtout qu'en fait ils sont nombreux et ça pique, donc du coup tu vois ça évite le mur invisible et je trouve ça plutôt intéressant qu'ils se disent bon pourquoi en fait les vampires restent en ville, tout simplement parce que quand tu sors mais les garous ils sont en voie de disparition ou ils sont nombreux? En fait, ça dépend des zones et en fait autour des villes où, par exemple à New York où il y a un cairn à l'intérieur, Vancouver pareil, voilà où t'as plus de 400 garous à la périphérie de Vancouver et dedans. Oui, ça pique quoi. Ouais, mais au-delà de ça, c'est symbolique. Dans The Witcher 3, quand tu quittes une map, à un moment, t'as un message qui t'arrête et qui dit en gros, vous avez atteint la limite de la carte, au-delà d'ici vivent les dragons. Et juste le fait de dire les dragons que tu vois jamais. C'est un peu mystérieux, c'est genre non, le sorceleur va pas aller là parce qu'il est pas de taille. Tu vois, c'est un peu le même effet, genre tu quittes la ville et t'as un petit message. Attention, c'est le domaine des lupins. Et si tu continues l'écran, genre il vire au noir et boum, et là t'as compris quoi. Sauf si en quête annexe, ils te font affronter un garou et que un ou deux et que t'arrives à les tuer. Dans ce cas-là, c'est plus logique d'avoir un message comme ça, parce que dire ouais mais bon, je m'en fous, moi si j'arrive à les tuer. J'espère pas. J'en ai tué deux, donc si t'en affrontes pas et que c'est la misère, que c'est genre un demi-boss ou. Ça peut être chaud quoi. Un peu comme la gargouille de Bloodline 1. Moi la gargouille de Bloodline 1, je crois que j'arrivais à la battre qu'une fois sur 3. J'ai essayé toujours de négocier avec. Parce que fallait cogner avec un marteau pour la faire facilement. Démonter les escaliers. Non, avec une masse. Je trouve que le garrot invincible de Bloodline 1 c'est du mauvais design.
parce qu'en fait, il est. T'as l'impression qu'il a des rouflaquettes ou je sais pas quoi. En fait, alors, Non, c'est vrai, C'est c'est vrai. alors, déjà, moi j'étais. Bon, j'avais joué un peu optimalement, j'étais gangrel avec 5 en protéin et 3 en résilience. Donc le fait que techniquement, je savais qu'avec mon expérience de joueur de jeu de rôle, techniquement le loup-garou solo c'était possible. Oui, C'est après, vrai. protéisme à 5, déjà, Ouais. c'est pas normal. Donc Dans bon, le jeu par vidéo contre aussi, là, mais ouais. Ouais, j'espère qu'ils Voilà. garderont les ennemis assez, comme le loup-garou, assez puissants quand même. Que ce Ouais, soit moi, pas, j'espère que aussi, ce ouais. soit Ouais, pas je suis juste d'accord. du Ce pâté. serait effectivement une importance assez capitale, parce que ça reste quand même un ennemi ou vampire assez emblématique dans ce jeu. Mais moi, j'aimerais prendre les paris avec vous ce soir. À votre avis, y aura-t-il un personnage dans Bloodlines 2 qui s'appellera Mercurio? Ah Il est pas mort, lui. Alors, oui, ça dépend. Ça dépend de la version. alors Parce il que, est dans drôle. parce que dans Redemption et dans Bloodlines 1, il y a C'est un vrai. Mercurio à Ouais. chaque fois. Ouais, Ben, ce serait oui. je pense Sauf que que- oui. En plus, si c'est la même personne qui a écrit, c'est en plus Bloodlines qui a écrit Bloodlines et qui donc il devait être au courant vu qu'il a réutilisé Mercurio. Pourquoi pas, franchement, c'est fort probable. Franchement, Ce serait marrant, si c'est ouais. le cas, ça Ce serait serait marrant, quoi. Ce serait vraiment un petit clin d'œil. Hmm. Et est-ce que marrant vous parce que- pensez qu'il y a... Oui, vas-y. Ouais, en V5, alors Glatius me corrigera peut-être, je suis presque sûr que les Saint-Clair se tapent un surnom qui est du genre Enfant de Mercure ou Mercurion, un truc comme ça. Les noms ils s'appellent les enfants du crépuscule. Ouais, il y a ça, mais il y a un truc avec. Parce que je me souviens quand j'ai écrit le livre d'introduction, je sais pas, je vérifierai. Il y a quelque chose à ce bout-là, dans leur discipline, ou peut-être un surnom de leur discipline On les d'alchimie. appelle les je- mercuriens. Ah ouais, Ah, vous dire, Tout est lié. tout est lié. Hein. Et dans Debout la même, Saint-Clair, c'est pas mal. et dans la même lignée, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, j'aime l'humour. Bravo. Classique. À votre avis, y aura-t-il un chauffeur de taxi assez spécial? avec un s'appelle aura Kane. étrange. Possible. Ah, j'espère pas, parce que bon, une fois c'est sympa, 2 fois ça commencerait. Bon, il faut arrêter, hein. Peut-être c'est ce bon. sera un chauffeur bateau. Hein. Alors le truc Ça, c'est que vu les que chauffeurs de c'était- taxi vampires, hein, ils sont toujours là pour t'attendre. Alors le truc c'est que vu que c'était la fin de Vampire, on les a laissés faire, mais je pense pas qu'on va les laisser mettre qu'un dans Bloodlines 2 aussi facilement. Smiling Jack qui rencontre Cain, c'est vrai que c'était assez fun. Hein. C'est clair. Ou en clin d'œil, tu sais, peut-être un perso un peu mystérieux Ouais. que tu soupçonnerais d'être Lilith ou un Nantais ou qu'un. Mais c'est pas un chauffeur de taxi, genre un mec bizarre, tes pouvoirs marchent pas dessus, tu peux pas lui parler, il est là au fond de la salle. D'ailleurs, Ouais, ou alors il passe en C'est un voiture, bug, quoi. tu sais, avec des voitures qui bougent avec les grosses suspensions, il passe comme ça. Les bagnoles hispaniques. Le gangsta, hein, tu sais. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'ils font Qu'un des, petits, Thug Life. des sortes de, peut-être pas Easter eggs, mais des Ouais. trucs un Si. petit peu, genre, comment dire, inexpliqués en fait. Genre, tu utilises, je sais pas, Auspex, et puis tu vois qu'il y a une aura bizarre, mais ça sera jamais expliqué, ou t'as un lieu étrange, ouais. un peu chelou. Ah bah, Ah, j'espère je- qu'ils vont faire ça. Oui, ouais. Oui, je pense qu'ils vont faire ça à la manière genre de poster ou même qu'ils refassent aussi éventuellement, tu sais, le journal qu'on avait éventuellement qui était vraiment ça, qui était rigolo quoi, les petites dépêches ou la télé ou quand tu jouais Malcave, la télé qui te parlait une ou deux fois. D'ailleurs, j'espère que les dialogues sont aussi bien écrits que Bloodlines 1, parce que c'était génial. Parce que jusqu'ici, tous les jeux sur la gamme Vampire, que ce soit Redemption ou Bloodlines 1, il y avait toujours plein d'easter eggs qui sont pas forcément expliqués. Et donc ça c'est cool. Ça. Totalement. Après, Moi, de l'univers de La l'horreur, radio, il y avait ce même un serait truc bien, sur ça. tout, je crois. La radio, oui. Ouais, la radio, ouais, ou une dépêche, genre monstre tentacule. Un truc dans ce goût-là. moi je disais que ce serait pour les garous, ce serait bien que tu puisses leur parler, juste que et pas donner une vision que c'est juste un mob random dans le bestiaire. Que ce soit un boss, c'est tout. Après, il faut, ouais. Tu parles à un mec que Ça tu se sais pas voit que c'est un garou, c'est un peu comme le mec du bar dont je vous parlais qui se transforme en fait en monstre à un moment si tu le frappes. Tu parles à un personnage secondaire, mais il y a des trucs bizarres, genre tu peux pas lire son aura ou
où il y a des options de dialogue, machin, et en fait, t'apprends plus tard que c'était un lupin, et c'est selon certains choix que t'as fait, bim, tu peux découvrir que c'est un lupin, et ou pas l'affronter, quoi. Genre, si Et là, t'as une humanité haute, tu peux lui parler au lieu de la ouais. Ouais. Selon des choix plus ou moins positifs que t'as fait par rapport à lui et tout. Du coup, est-ce que vous voulez finir sur... Alors moi sur j'ai un autre truc à, chose, Ouais. j'ai une question à poser à tout le monde avant. C'est un truc dont on parle jamais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui aimerait bien, alors pas pour Bloodlines 2 pour le coup parce que c'est mort, mais vu qu'on parlait de qu'est-ce qui ferait un bon jeu de vampire, je pense que un des aspects les plus sous-exploités dans les jeux vidéo de vampires, et même dans le jeu de rôle d'ailleurs souvent, c'est leur immortalité. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui aimerait bien un truc un peu comme dans Redemption où on peut voir des époques différentes? Parce que moi j'avais adoré ça. Oh, le kiff. Oui, oui. Totalement. Je te rejoins complètement, ouais. Ouais. Ouais, totalement. Franchement, ça serait À la rigueur, pas tu pour pourrais Bloodlines, éventuellement, mais- sur 3 périodes différentes, parce que de toute façon, Alors- ça avait été développé dans la gamme, hein, avec l'ère victorienne. Tu peux très bien faire ça. Alors, Ouais, ou comme dans Assassin's Creed, tu vois, t'as un fil rouge et puis on te fait des embranchements sur des réminiscences d'époque, c'est une possibilité. Mais ouais, effectivement, pouvoir exploiter le Dark Age et tout ça, ce serait trop bien. Alors, un truc qui Ah, serait vous super imaginez un cool. Bloodlines 3 qui commence au Moyen-Âge? Ce serait... Alors moi je dis ce qui serait Fantastique. super cool à faire avec ce concept, c'est en fait les choix qui impactent, c'est-à-dire que les quêtes secondaires que t'as fait dans une époque, bah, ça te donne des bonus à l'époque suivante, débloque des trucs. Genre, Exactement. ouais, t'as un PNJ que t'as aidé, et en fait, ça se trouve, il devient shérif, ou il devient le prince, quoi. Et donc il peut... j'allais dire, bah, si le mec que t'as aidé, enfin, genre un PNJ, si tu l'as aidé et qu'il devient prince, bah ça te fait... bah, ça te facilite franchement la deuxième partie du jeu, et ainsi de suite. De niveau de difficulté ou pas Ah, dans c'est un vrai. jeu idéal. Je pense que ouais, ça serait pas mal parce que c'est vrai que il y a enfin on a tous des facilités ou des difficultés à certains types de jeux et c'est vrai que ce serait sympa d'avoir des niveaux de difficulté différents. On Quoi. a la connexion qui est en train de partir en couille. Ouais, c'est- un petit peu, j'avoue. Du coup, ouais, ce serait bien d'avoir des niveaux de difficulté différents. Quoi. Moi les niveaux de difficulté c'est pas trop important. Non mais voilà, mais effectivement il y a des joueurs qui ça c'est plus pour contenter des joueurs qui aiment le challenge hein, et enfin le jeu doit pas se baser là-dessus mais voilà c'est aussi une possibilité que tu peux rajouter dans le jeu qui fait que allez, si le mec le joueur est pas trop sur la narration et tout ça, et qu'il aime un peu le challenge, il peut avoir sa petite dose de contentement par cette option-là, toute bête, je vais dire, mais ouais, dans le jeu quoi. Il y a bien des joueurs qui adorent. Ah ouais. On a l'écho. Il y a l'écho. Chez Angelus. Ok, bon, il a un petit problème. Il y a bien des joueurs qui jouent à... C'est quoi le jeu vidéo de barbare là où tu meurs 40 fois là pour passer 20 le mètres. Dark Soul ou... Voilà, Dark Soul. Je Du sais Dark n'importe Souls, quoi. Mais Non mais Dark Souls c'est... C'est facile. C'est un jeu de rythme. Non, mais Non, après, on a tous des franchement, ah ouais, c'est ça. Si c'était si facile, il aurait pas cette réputation là. Mais c'est pour ça il faut contenter aussi des personnes qui ont juste envie de faire l'histoire et d'autres qui ont envie de combat Après, et puis de difficulté quoi. De voilà. défi. Dark Souls, c'est un jeu axé très gameplay. Et le gameplay, c'est un jeu de rythme un peu plus complexe, c'est tout. Et oui, mais c'est ça, il faut trouver le rythme et puis tout le monde n'a pas les mêmes capacités et compétences, même que tu joues depuis longtemps, voilà, ça demande un jeu d'équilibriste qui n'est pas donné à tout le monde. Hein, donc, Ouais, mais à la rigueur, qu'il y ait un mode histoire, un mode normal et un mode difficile, ça contenterait pas mal de gens déjà. ouais. Même de mode, quoi, un mode normal où la difficulté, elle est ce que les programmeurs ont décidé pour que tu profites au mieux de l'histoire, et voilà. Et puis un mode difficile, ou alors tout simplement, effectivement, je pense à Halo, un jeu vidéo Halo, où en fait tu peux
te mettre des options en fait pour te rendre la chose plus difficile. C'est des petits objets, des crânes que tu trouves dans le jeu et ça te permet de, lorsque tu fais un morceau de la campagne, une mission, eh ben, tu te rajoutes de la difficulté. Bon, ma foi, pourquoi pas. Difficulté d'avoir une certaine quantité de sang dans les humains, tu vois, genre au lieu que ça te rapporte 2 points, ça te rapporte qu'un point, etc. Enfin, voilà. Une frénésie plus accessible. Voilà, je sais pas. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et la difficulté va changer. J'attends de voir la gestion. Excuse-moi, vas-y. Non, simplement par rapport au jeu Loup-Garou, j'attendais qu'une seule chose, c'est comment ils allaient gérer la frénésie aussi. Ouais. T'es tout le temps en frénésie dans Loup-Garou, tu dis. C'est que tu défonces tout, ouais. Alors, oui, pour l'avoir testé, oui. Et donc, ouais. Donc voilà, ouais, personnellement, c'est vrai que. Après, je me demande si quand tu te nourris dans Bloodlines 2, est-ce que ça va changer quoi? Tu vas avoir. Ça marche un peu comme V5 ou pas? Je sais pas. Alors, je vais dire un truc, mais les points de sang, ça fait très jeu vidéo et ça risque de ça va peut-être pas. Je sais pas comment ils vont faire. Peut-être une jauge comme avant. Ouais, Je pense bah, que c'est la même chose, ouais. D'après les morceaux de playtest qui sont déjà sortis, il me semble que c'était une jauge. Hein. Je me rappelle plus trop, mais Ouais, à mon bah, avis, c'est vrai que, comme tu le dis, Gatux, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il change ça, quoi. Parce que la jauge, c'est effectivement très jeu vidéo. Parce que Puis même dans le JDR, finalement, on est presque à une jauge aussi, hein, finalement. en fait, le truc, c'est que les points de sang, en fait, t'as les points de faim, et en fait, à chaque fois, tu fais un GT pour savoir si ta faim augmente ou pas. Ce qui est bizarre quand même parce que si tu consommes, enfin si ta réserve elle est pleine et que t'es rassasié, comment justifie, enfin, comment la V5 justifie le fait que bah, du coup parce que t'as eu pas de chance au dé, t'as super faim. Bah non, t'es rassasié. Ouais. Écoute, C'est la même chose, c'est quand tu utilises les situations où dans V20 tu utiliserais du sang, bah à la place dans V5 tu lances un dé pour voir si ta soif augmente, c'est ça. Donc en fait c'est la même chose. Et en gros, le fait d'avoir plus de puissance de sang ou plus de génération, ça fait que en gros, où tu aurais une plus grosse réserve de sang, ça te donne des relances. À voir aussi si dans le jeu vidéo la bête sera beaucoup présente ou pas. Ouais, ça j'aimerais bien qu'il y ait cet aspect. Alors je sais pas comment ils pourraient le représenter, mais l'idée est utilisée aussi un peu dans Requiem, qui est que bah tu ressens. Il y a un jeu de bêtes en fait qui se fait donc moi dans une campagne où il a fait une campagne Edinburgh où mon MJ a fait un peu un crossover, il a utilisé aussi des règles de V3 de Requiem et donc il utilisait notamment la bête et ça servait pas spécialement pour du combat mais pour du RP, enfin pour de l'ambiance. C'était vachement c'est intéressant quoi. Tu veux dire, tu rentres dans un lieu, t'as un petit voyant rouge ou un truc qui se met sur ton écran de jeu, un truc comme ça, ou quelque chose, une vibration dans la manette, qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vois, et t'es pas tranquille, tu vois. Alors, ça peut effectivement t'enlever la surprise de il y a quelque chose, mais bon, en même temps, tu joues à Vampire, donc il y a forcément un truc quelque part, mais tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qui c'est, et en plus, si t'as pas au specs, tu vois, t'es embêté, parce que ce soit une bête vampire ou une bête garou ou autre chose, tu sais pas. Donc voilà, ça peut t'amener une petite pression, tu vois, psychologique. Je vais te dire que malheureusement c'était une bonne idée de Requiem, donc tu ne le verras jamais dans Masquerade. Ouais, je sais pas. Non, dans Masquerade, la bête est plus neutre dans Requiem, alors que dans Masquerade, la bête a vraiment un côté presque purement négatif. Parce qu'il y a dans V20, on calme la bête, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'interactions. Les Laibon, par exemple, ont leur discipline qui touche, qui parle à la bête, quoi. Donc, c'est du V20. Hein. Et Wooly, tu disais quelque chose au niveau de la bête? Au niveau de la bête, non, je disais par rapport à Gatus qui avait dit presque que négatif, mais c'est entièrement négatif dans V20, etc. Et les Laibon, bon, bah, ou les Laibons, les vampires africains, bon, c'est quand même très spécifique. Oui. Je connais pas grand monde d'ailleurs qui a joué des settings en Afrique. Non, moi j'ai joué à Edinburgh et j'ai joué à Laibon. Alors, j'ai une petite idée de comment on pourrait utiliser la bête. C'est que vu qu'en V5 il y a les critiques bestiaux,
bah, il se peut qu'à certains moments, le jeu il te propose une espèce de option de la bête qui serait des sortes de deal avec le diable. Genre, la bête te propose de réussir cet endroit, mais tu vas payer cher après. Oula, c'est ouais, pourquoi pas. Là, ça la met un peu trop en avant, je pense. Ça lui donne une conscience trop grosse, je pense, la bête. Alors qu'elle a, de base, c'est même quand tu descends à 0 en humanité, enfin la bête, tu es la bête en fait, et t'as soif et tu dors. Hein. Ce que tu soulignais plus tôt sur donner un peu d'importance à la bête, etc. Keith, on commence en tant que sang clair dans Bloodlines 2, et ensuite on va rejoindre un clan. Ce serait bien qu'à ce moment-là, au moment où il y a la transition, il se passe quelque chose, même en cinématique ou je sais pas quoi, qui te fasse ressentir que les choses sont différentes et que maintenant tu as une bête avec laquelle tu vas devoir faire avec. Ce serait, je pense que ce serait très très bien si c'était mis comme ça. Exactement, ouais. Et la rendre même plus présente finalement que Bloodlines, chose que... Enfin, moi, je rêve d'une bête, pour pas parodier un humoriste sur une banque, je rêve d'une bête qui te rend beaucoup plus difficile à gérer le baiser, de boire le sang de tes victimes, t'arrêter à temps, voire même la jauge elle disparaît, tu sais pas vraiment où t'arrêter. La vitesse varie sur le fait de pomper le sang, tu peux tuer accidentellement plus facilement, ça te rend plus prudent. Voilà, moi je pense un peu à ça, accessoirement. Ouais. On est en train de faire de ces brainstorming de pour adapter les mécaniques aux jeux vidéo là. Nous ne serons pas payés pour toutes nos idées. Et non. Peut-être qu'ils les prendront, hein, qui sait, s'il y a un Français dans le... qui entend ça, ils vont dire « Ah oui, c'est pas quoi, on va repousser de quelques mois le jeu et on va modifier. » Et là, tout le monde va nous détester, du coup, c'est super. On va devoir fermer la chaîne. Non, je pense sincèrement que les gens... Bon, ceux qui sont pas fans, du coup, ne connaissent peut-être pas forcément l'univers, donc c'est pas un souci, eux, qu'ils attendent, ils s'en rendront même pas compte. Mais... je pense que les fans sont prêts à attendre. Même s'ils nous disent, allez, dans un an, pas de soucis. Moi, personnellement, s'ils me disent, on a besoin encore de 6 mois de développement, prenez-les. Bon, il faut quand même qu'au bout d'un moment, ce soit un peu justifié. Donc, tant que vous avez le budget, écoutez les gars, vous avez envie, vous voulez pas le rusher et puis nous le balancer comme ça. Vous êtes prêts à vous attirer les foudres des fans pour avoir 6 mois de développement de plus. Mais allez-y, prenez-les, quoi, complètement. Alors, je vais dire, ça va plus être les foudres de l'éditeur. Oui, mais après, voilà, si l'éditeur si l'éditeur est d'accord, après l'éditeur, tu sais, il fait aussi ce que le public veut, hein. Donc, si le public veut ça, l'éditeur, il va l'écouter, hein, parce qu'il a besoin de sous. Hein. Bon, après, on verra aussi pour la sortie de Bloodlines, j'espère qu'il marchera quand même malgré, qu'il attirera aussi des nouvelles personnes, peut-être même des personnes comme nous qui découvriront par la suite le JDR, en fait que ça vient d'un JDR et qui se lanceront dedans. Si vous voulez des bonnes statistiques, sachez que Bloodlines c'est assez populaire dans le monde anglophone, le premier, et sachez que la V5 c'est super bien vendu. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais j'espère qu'il ne se fera pas non plus écrasé par Cyberpunk qui fait énormément d'ombre à tous les RPG. Ouais. Cyberpunk. Alors, ils l'ont décalé à la même date comme Bloodlines 5 était sorti. Non, ils ont dit qu'ils allaient le décaler, faire attention à justement cette sortie de Cyberpunk. Après, Cyberpunk est peut-être tellement attendu que les joueurs risquent de le rusher et que s'ils décalent la sortie de 2-3 semaines, c'est plus ou moins gagné parce que les joueurs seront sur le support jeu vidéo, ils seront à fond là-dedans et enchaîner avec un autre, ça ira pour peu que financièrement ce soit l'autre mois. Ce serait malin quoi, et surtout que ils le sortent au bon moment, pas en fin de mois. Voilà. Voilà, mais en fait, un jeu se vend bien, quel que soit un produit se vend bien parce que aussi grâce à sa com quoi. Et donc j'espère qu'ils ont une part de budget
conséquente. Alors en principe les Américains sont pas cons et eux ils C'est savent pas faire. les Américains. Voilà, mais c'est ça le truc, c'est que eux, les Américains en principe ils savent faire donc ils le font, mais nous Français la Alors. com on est à la ramasse quoi. Alors, je voulais très bien te dire, Bloodline c'est des Suédois et Cyberpunk c'est des Polonais. Oui mais les sous de qui ça vient? Alors, des Suédois et des Polonais. Alors je pense qu'au niveau du débat, donc que sera un bon jeu vidéo vampire, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Le jeu vidéo Oui. vampire et loup-garou. Oui. Je pense qu'on pourra pas résumer par contre. Non, non c'est clair. Mais C'est mort. je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là au niveau de notre petit podcast. Et si je pense qu'on va un petit tour pour si quelqu'un a un dernier mot à dire, quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter à ce sujet. Canasson. J'aimerais un jeu vidéo sur Chronique, ce serait bien. Ça, je pense qu'on fera un podcast chronique, et Ancien Monde des Ténèbres, Nouveau Monde des Ténèbres. Ouais. Je pense que Change ça pourrait The être- Lost. Ça pourrait être intéressant aussi. Bon, bah du coup, si plus personne n'a quoi que ce soit à dire sur que serait un bon jeu vidéo vampire et loup-garou, je pense qu'on a pas mal brainstorm finalement dessus. Et qu'on est Juste une prêt- petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient connu le jeu de vidéo Bloodline avant le jeu de rôle et qui était amené au jeu de rôle après coup grâce à lui? En quelque sorte, oui, vu que je connaissais la pratique, mais je m'étais pas lancé encore dans le jeu de rôle avant d'avoir joué à. Je crois que j'ai Bloodlines. joué au jeu de rôle avant d'avoir lancé Bloodlines. Hmm. Pareil. Mais Bon, l'essentiel c'est que on soit au moins à moitié satisfait et c'est quand même chouette, quoi qu'il arrive. Hein, c'est quand même chouette que ce jeu de rôle puisse bénéficier encore de tels supports, jeux vidéo, livres, tout ça. Et d'une Et, telle communauté aussi. que la il y a communauté encore même- soit active, vivante, renouvelée. Quand je vois effectivement, déjà nous, enfin voilà, moi je suis plutôt jeune, on va dire, dans cet univers-là. Clico par contre est un vieux de la vieille, Je suis vieux. connaisseur de la Bientôt, tu vas dire V1. que c'est un Non mais c'est retraité. trop bien. C'est Alors- super. Non mais c'est Retraité c'est d'hiver. super. C'est super que en fait tout ça là, ça fait ça rejoint au moins 2 générations quoi. Donc quoi qu'il arrive, moi je serais contente que Bloodline et Werewolf ça sorte. Et je pense que je l'apprécierai. Je rigolerai des défauts, mais je pense que je l'apprécierai. Et j'essaierai de l'apprécier au mieux. Mieux. Une belle positivité pour finir, ouais. Et de toute façon, je pense qu'on fera un let's play sur la chaîne. Je pense que ça mérite quand même un bon Oui. let's play sur la chaîne. On essaiera de faire quelque chose aussi tous ensemble autour de cet événement-là, évidemment. Mhm. Donc, On essaiera, comme on avait dit, Prudent, avec peut-être un direct live avec moi l'événement que je ferai à Toulouse lors de la sortie de ce jeu. totalement. Ou un jour avant, si j'arrive à l'avoir un jour avant. Je croise les doigts. Je tenterai de mon côté aussi de le dégoter un peu. Voilà. Ok. Bon, bah du coup, je pense que plus personne n'a quoi que ce soit à dire sur le sujet. Oh, Le si, débat. mais c'est un sujet intéressable. Je pense qu'on va s'arrêter Ouais. là-dessus. Faut s'arrêter un moment, sinon Donc, on fait jamais. N'hésitez pas à regarder aussi dans la description les liens de Case, ainsi que de passer sur la chaîne de Clicodesh, évidemment, pour suivre la campagne Dark Age. Et donc on se retrouve pour bientôt Loup-Garou, du coup, qui va sortir d'ici peu. Donc voilà. Allez, à bientôt. Pas d'activer la cloche de notification, abonnez-vous, lâchez un commentaire et mettez un pouce bleu et partagez la vidéo.